Mon nom est Murphy Cooper, je suis connu, je suis un tabarnak de poète. Et là, il y a cette personne-là qui est venue me voir sur Sainte-Catherine parce qu'elle m'a reconnu, parce que je suis connu, parce que je suis un tabarnak de poète. Voilà, mon 2018. Ça ressemble à quoi, cette diète-là, mettons? Ah, c'est des points. Tu cumules des points. T'entends celui qui disait ça, là. Elle dit « Raël, oh Raël, si tu veux me couper la graine, tu vas te manger un coup de pelle, oh Raël. » Quelque chose comme ça, là. Tu sais, c'était où je disais que mes commentaires sont filtrés, tu sais, quand, mettons, des haters, tout de suite, ils sont flagués, comme j'appelle ça comme ma garderie, tu sais. C'est Lui, il était juste debout comme ça, puis il bougeait pas. Je suis comme, attends, mais je suis vraiment intriguée. Faut vraiment, j'ai demandé. À ce moment-là, 200 000 sur TikTok, 50 000 sur Instagram, à ce moment-là. Aujourd'hui, je faisais aussi des chroniques à la radio à ce moment-là. J'avais été... On commence par les haters. T'as-tu un mot pour eux? Bienvenue chez Apex Authentique. Ben merci pour l'invitation. Au plaisir. Parle-nous un petit peu de toi, Murphy. Ben moi en ce moment, là, Oui. parce qu'il y a beaucoup à dire, mais en ce moment, ce que je fais, je suis créateur de vêtements. Nice. Je fais du surcyclage, de l'upcycling. OK. Je vais à la friperie, je passe ma vie dans les friperies dans l'espoir de trouver quelque chose que... Tu sais, j'ai tout le temps ma petite vision. J'arrive dans la friperie, puis là, je me dis « Ah, tu vois, ça, je peux faire quelque chose avec ça. » J'arrive chez moi, je le lave, puis là, j'ai hâte que ce soit déjà... que ça sorte de la sécheuse pour pouvoir faire produire une création. Et à partir de là, j'étais en mode performance, puis là, je m'en vais au centre-ville ou peu importe. Avec ma nouvelle création, je me filme, puis je filme les interactions que j'ai eues avec les gens. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. Nice. J'étais en train de me filmer au centre-ville avec une de mes créations. Je bougeais pas. Je fixais le vide. Elle était très curieuse. Elle est venue s'immiscer dans ma bulle. Elle m'a sorti de ma bulle. Et elle a découvert finalement quelqu'un qui n'était pas si... colérique que ça. Fait que là, finalement, il est souriant et il est gentil. Et là, j'ai expliqué un peu justement qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'étais là, pourquoi je ne bougeais pas, mais c'est que j'étais là puis j'attendais que les gens viennent me saluer. C'est ça qu'elle a dit. Mais c'était vraiment spécial comment on s'est rencontrés, parce que je marchais littéralement, puis t'étais là. T'étais là, Asiel était là, on allait au parc. T'étais là? Il était là aussi, ouais. Ça me dit quelque chose. Il était là, il était de loin, mais moi, ok. puis on était ensemble. Moi, j'ai souvent l'attitude de « Qu'est-ce que vous faites? » Genre, faut qu'on marche, on Ouais, est au lui, comme, centre-ville. pourquoi vous parlez C'est qui avec ce un- crétin-là? Non, je respecte tout le monde. Non, on marchait, puis là, lui, il était juste debout comme ça, puis il bougeait pas. Je suis comme, attends, mais je suis vraiment intriguée. Faut vraiment, j'ai demandé c'est quoi qu'il fait dans la vie, parce que on voit pas ça tout le temps. C'est tellement... Je sais pas si c'est ton marketing ou je sais pas c'était quoi ton but. Puis je suis comme, attends, mais c'est juste trop intriguant. Faut que j'y demande. Et moi, je suis très curieuse, comme tu le dis. Puis elle dit, j'ai dit, je peux-tu prendre une photo avec toi? Puis on a pris une photo, on a pris une vidéo ensemble. Ouais. Tu m'as demandé si ça pouvait être sur ta page Instagram. Oui, t'as figuré dans mon Exactement. Instagram, TikTok. Puis depuis, on se follow. Exact. Puis ça, dans ce temps-là, t'avais combien de followers, par curiosité? À ce moment-là, fait quoi, ça, un an l'été environ? passé, j'avais... c'est l'été je pense, passé. je pense que j'avais Passe 200 000 sur TikTok et 50 000 sur Instagram à ce moment-là. Aujourd'hui, 112 000 sur Instagram puis 265 000 sur TikTok. 40 000 sur Facebook, parce que j'ai commencé sur Facebook avant toute chose. Il faut savoir aussi que ça fait vraiment longtemps qu'il fait ça. T'sais. Moi, j'ai été le stalker un petit peu, mais je ne savais pas que c'était aussi longtemps, même en le stalkant. Il a commencé en 97. T'as quel âge? Ouf! On demande pas ça aux gens. Je vais avoir 40 ans. Wow! Ouais, je suis né en 84. Mon Dieu! Ben, t'as tellement une belle peau. Ben, merci. Merci. Ouais. En 97, quand tu as commencé, c'est quoi tu faisais exactement? C'était-tu un peu le même principe ou non? Non, pas du tout, pas du tout. En 97, j'étais en mode exploration parce que, tu sais, moi, j'ai découvert ça parce que j'étais un fan de lutte professionnelle. Fait que je regardais la WWE, qui était la WWF à l'époque, puis je voyais qu'il était avec... c'était très... Internet, c'était America Online, là, à l'époque, là, tu sais, c'était des recherches par mots-clés, surtout, là. Puis je voyais que eux, pendant les intermissions et tout ça, dans les pay-per-view, il chattait avec les fans, tu sais. Ça m'intriguait, je pense que c'était à partir de 95 ou 96. Ça m'intriguait tellement, puis je me disais, ben, c'est quoi cette technologie-là? Puis, tu sais, on dirait que ça fascinait pas les gens plus que ça, tu sais. Puis j'étais comme, puis moi, je voulais absolument avoir ça. Puis là, j'ai achalé mes parents pour avoir un ordi, puis tout ça, à partir de 97. Puis finalement, c'est mes oncles qui travaillaient dans l'informatique, qui m'ont donné un ordinateur.
Et là, j'étais un des premiers à avoir ça dans mon coin, même si on était dans la pauvreté. J'ai eu ça coûte que coûte. Et là, je découvrais ce qui se passait sur Internet. À l'époque, c'était juste des parodies, mettons, des Backstreet Boys, puis des Teletubbies, puis des trucs comme ça, des photos des Simpsons qui étaient très partagées, des gifs animés qui prenaient à peu près... Un gif animé de comme 15 secondes, ça pouvait prendre 2 heures à télécharger parce que la technologie n'était pas encore là. C'était sur les modems 56K. Bref, tout ça pour dire que moi, ce que je faisais, c'est que j'avais un personnage, je faisais de l'électro-rap humoristique un peu. Je m'appelais DJ Molded, j'avais une coupe Longueuil. Aujourd'hui, c'est très trendy avoir une coupe Longueuil. À l'époque, c'était vraiment pas sexy. Une, là. Regarde, si tu ah regardes oui, ça c'est vrai. Exact, c'est ça. Fait que, à l'époque, c'était avoir une coupe Longueuil, c'était quelque chose, là, c'était très... On sortait des années 80 quasiment, là, fait que c'était weird d'avoir une coupe Longueuil à ce moment-là. Puis fait que c'était ça mon personnage, puis je me suis fait connaître par l'entremise de ce personnage-là. Je faisais aussi des chroniques à la radio à ce moment-là. J'avais été recruté par une émission de radio en 2000, je pense. Fait que bref, j'étais comme une petite star de mon école secondaire à ce moment-là. Puis, à cette époque-là, c'était dans le temps du roi Enoch, non? Aussi? Roy Enoch est arrivé un petit peu après moi, en 2003. Avec lui, ou... Je l'ai rencontré, on a déjà interagi. Roy Enoch, c'est qui? C'est le rappeur français, je pense? Non, c'est du Québec. Là, c'était peut-être tes cheveux. OK. T'entends celui qui disait ça? Là, avant de continuer, là, moi, je suis vraiment curieuse. Ouais. Tu peux-tu nous faire une petite extrait d'une de tes chansons? Non. Non, parce que c'était de l'époque. J'étais un adolescent de l'époque. Mais tu chantais encore? Non, c'était très mauvais. Là. C'était mauvais! C'était délibérément mauvais. Non, mais c'était délibérément mauvais, mais aussi, faut dire que ça vient d'une autre époque. Là, c'était... attends, qu'est-ce que je chantais? C'était... Oh mon Dieu, je peux pas faire du beatbox. OK, je vais en faire une. C'était comme... je me rappelle tellement pas. Tu fais un beatbox, ça va rentrer dedans, non? Je pense que j'avais fait une toune à propos de Raël, puis j'avais dit « Raël, oh Raël, si tu veux me couper la graine, tu vas te manger un coup de pelle, oh Raël. » Quelque chose comme ça, là. Tu sais, c'était comme semi-engagé. Je m'en prenais. T'as réussi à rentrer un petit peu dans le secte à Raël? Non, c'était comme je dénonçais Raël. Mais tu sais, c'était engagé, je dénonçais Raël, mais comme j'étais pas éduqué sur ce que Raël faisait exactement. Je savais juste qu'il fallait être contre Raël. Mais tu sais, c'est ça, c'était comme... J'étais un adolescent là, à l'époque, puis un adolescent vraiment pas woke, là, tu sais. On n'était pas là, à cette époque-là, là, tu sais. Fait qu'on n'était pas... aujourd'hui, les adolescents sont beaucoup plus allumés que nous, on l'était à l'époque. T'avais quoi, 15 ans à peu près? Quand t'as commencé? Quand j'ai commencé, j'avais 12 ans. À peu près. Ouais, 12 ans. Fait que, c'est ça. C'est drôle parce que tu viens de cette génération. Moi, j'ai l'impression de le contraire. Que dans le temps, là, moi, on était plus awoke parce qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux et les distractions. Ça, c'est ma perception. Pas vraiment, tu sais. Parce que, tu sais, si tu regardes nos parents, mes parents, moi, en tout cas, les boomers, tu sais, c'était très sur le oui-dire, puis ils auto-validaient au fur et à mesure les choses que, tu sais, ils se disaient, OK, oui, c'est tu sais, puis là, à un moment donné, quand Internet est arrivé, là, les croyances de nos parents, en tout cas, des parents boomers, tu sais, c'est comme, là, c'est un peu plus difficile de suivre. Par exemple, pour ma mère, tu sais, des fois, tu sais, elle me dit des choses, puis je suis comme, non, man, c'est pas ça. Puis là, tu sais, je suis sur Google pendant que j'y parle, puis il est comme, comment ça, tu connais ça? Puis comment ça, t'as ça aussi rapidement, tu sais? Okay, fait que, tu sais, on était très dans les croyances, puis, tu sais, je veux dire, c'était très... à cette époque-là aussi, tu sais, je veux dire, la télé des années 90, c'était ouvertement transphobe, misogyne, xénophobe, tu sais, c'était pas... on était loin d'être là, tu sais. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est... Internet, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu regardes, il y a une diversité des voix, des visages et des nationalités, des cultures, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui avec Internet, tandis que la télé, tu sais, c'était toujours très... c'était la télé, c'était l'oppresseur qui contrôlait, tu sais, c'était très blanc, c'était très... monopolisé. C'était, ouais, c'est ça, tu sais, fait que c'est... Ouais. Fait que c'est ça, fait que ouais, c'est ça, j'avais ce personnage-là à partir de peut-être pas 97, mais peut-être 2000. C'est à partir de 2000 que j'ai lancé ça. Puis tout de suite, ça a marché très fort. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas les médias sociaux. Fait qu'il fallait que je me fasse découvrir par mes propres moyens. Fait que j'utilisais, mettons, MIRC, Caramel, Casa, c'est vieux. Moi, Napster. Moi, je me rappelle juste de MSN. MSN.
Non, pas en tout. Oh mon Dieu, moi, je m'en rappelle. Napster, LimeWire, tu sais. Fait que LimeWire, j'aime ça me dit souvent quelque me chose. targuer que je suis un des seuls au Québec que sa musique a été sur Napster, Casa, MIRC, LimeWire. ça, je connais ça. C'est ça, c'était arrivé après Napster, mais Napster, c'était vraiment le premier logiciel de peer-to-peer, tu sais, qui était super controversé, là, tu sais, que les artistes comme Metallica et tout ça se mobilisaient pour dénoncer ça parce que ça venait changer la game complètement, là, tu sais, c'était du piratage, puis eux perdaient de l'argent avec ça, tu sais. Fait que c'est ça, c'était le monde d'avant, là, tu sais, c'était les premiers soubresauts de... Ça, c'était ton premier personnage que tu avais, dans le fond. Oui, exact. C'est quoi le nom déjà de ce personnage-là? Ah, je veux pas le dire trop souvent. je vais pas le dire. C'est DJ Mallet. Non, mais c'est juste DJ parce que, tu sais, Mallet. c'est pas... Mais j'aime. Mais, ouais. J'aime ça. Non, mais je vais aller c'est... sur DJ YouTube, moi, Mullet. puis je vais aller regarder ça. Ouais, mais c'est ça, DJ c'est ça. Mullet. Puis à l'époque, tu sais... Mullet, vraiment, une mullet. Ouais. ok. Puis justement, tu sais, j'étais allé au podcast des Denis Drolet récemment, Rince Crème. Puis, tu sais, je trouvais ça cool, tu sais, qu'il était déjà familier avec ce que je faisais, puis tout ça. Mais ils savaient pas que moi, à l'époque, j'avais soumis ma candidature pour être sur leur show qu'il y avait à Musique Plus à l'époque, qui s'appelait Les Pourris de talent, Ah, je me rappelle. avec c'est Isabelle quelque chose. Desjardins. Fait que là, je leur en ai reparlé, tu sais, je leur ai dit, hey, puis tu sais, il y avait aucune idée, là, c'était pas eux qui prenaient les guests, soumissions puis ouais. tout ça, mais j'avais pas été accepté. Fait que là, tu sais, je leur en ai reparlé, puis c'était super intéressant parce que moi, j'évoluais à ce moment-là sur Internet en même temps que il y avait Black Tabou, Starbuck et les Impuissants, Corias. Tu sais, c'est comme ça qu'on s'est connus, Corias puis moi, parce qu'il a commencé sur Internet. Moi, j'étais aussi... Après, j'ai été copropriétaire du site web hiphopfranco.com, où est-ce que là, plein de rappeurs, dont Loud, Larry, Corias, justement, ils ont fait leur première dent sur notre forum parce que c'était avant les Word Up Battles. Nous, on faisait des battles sur Internet, mais audio seulement. Fait que ça s'appelait Marche à la mort à l'époque. C'était le gros tournoi de battle rap. Fait qu'il y a plein de rappeurs aujourd'hui qu'on voit partout dans les médias qui ont fait leur première dent sur notre forum. Fait que, en tout cas, Ce forum-là, maintenant, ça t'a-tu amené à quelque part d'autre avec une équipe ou... Non, c'est mort. C'est mort. Moi, je suis parti en 2010, puis malheureusement, le gars avec qui j'étais s'est suicidé en 2021. Puis bon, c'était mort de toute façon. HHQC nous a bouffé bien raide, là, quand à partir d'un certain moment, HHQC a pris la relève de tout ça. Mais nous, on était là avant HHQC, on avait la communauté, puis tout ça, puis c'était une grosse communauté francophone de rap québécois. Là, comme, des fois, je rencontre du monde sur la rue, puis « Hey, je t'ai connu sur Hip Hop Franco. » Puis là, je suis comme « Ah ouais, c'était quoi ton username? » Tu sais, c'est à ce point-là. Là, fait que, ouais. Mettons Murphy, là, quand tu étais jeune. Ouais. C'était quoi l'intention plus tard? Où est-ce que tu te voyais? Moi, quand j'étais jeune, je voulais être policier, puis j'avais plusieurs rêves. Après ça, je voulais être boxeur. C'était quoi Murphy quand il était jeune? Moi, j'étais un petit gros. OK. J'étais gêné. J'étais un peu féminisé. Pas, moi, je ne considérais pas que j'étais féminisé, mais selon les gens, avec ma petite voix, puis tout ça, j'étais pauvre. Fait que, tu sais, j'avais tout pour me faire intimider quand j'étais... Mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai su faire ma place, justement, parce que j'ai une capacité à communiquer puis à me faire des contacts puis des amis puis tout ça. Fait que je me suis... Puis après ça, Internet, pour moi, ça a été une révélation. J'ai fait comme ça, c'est ce qui va faire que je vais rejoindre les gens qui n'ont pas eu envie de m'écouter puis de me comprendre. Fait que c'est pour ça que très, très tôt, Internet, ça a été pour moi le véhicule qui allait me permettre de faire de faire comprendre aux gens que, hey, moi aussi, j'existe, puis j'ai le droit d'exister comme ça. Et c'était ça ma vision. J'avais juste ça. Tu voulais te faire voir. Je voulais me faire voir, parce que j'avais du mal. Ouais, j'avais du mal à accepter. Tu sais, il y a des gens, on dirait qu'ils acceptent ça. Ils acceptent leur sort. Ils sont comme, bon, ben OK, ça va être ça ma vie. Tu sais, je vais être la personne qui est toujours, tu sais... It is what it is. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis moi, j'étais comme, j'acceptais pas. J'étais comme, non, je peux pas concevoir que les gens aient juste envie de s'arrêter à ce qu'ils voient puis qu'ils n'aient pas envie d'aller plus loin. Fait que c'était juste ça ma vision. Puis j'ai toujours été un artiste depuis que je suis enfant, là, tu sais. Mes parents me laissaient m'habiller comme je voulais, je me déguisais, je faisais, tu sais, j'ai toujours eu... La vie a toujours été une scène pour moi. Fait qu'à partir du moment que j'ai pu utiliser ce véhicule-là, ben c'était ça. Puis après ça, ben ma vision, tu sais, ça a continué à évoluer, mais je suis exactement où j'aurais voulu être quand j'étais plus jeune. Là. Ça, c'est le fun, félicitations. Ben merci. Vraiment. Merci. C'est vrai. Moi, je suis curieuse.
parce que je regarde tes trucs quand même souvent. Puis ce qui m'intrigue vraiment beaucoup, c'est à quel point tu as la liberté d'exprimer ta personne. Ce qui est très rare de notre jour, mais je le vois que tu es un vrai artiste. Ben merci. Puis tu n'as pas de misère à t'exprimer, puis tu n'as pas peur de t'exprimer. Mais je veux savoir de où sort ta motivation ou ta force interne. Parce qu'on s'entend, tu es quand même... Tu grandis beaucoup dans les réseaux sociaux, puis je vois les comments, je vois les gens. Tu sais, parfois, tu les mets en... Comment on appelle ça? Tu sais, quand tu réponds, genre, avec les comments en haut. Il y a du monde qui dit du n'importe quoi. Puis tu as une drôle de façon de répondre, sarcastiquement, mais tu le fais tellement bien. Moi, je ris tout le temps. Je suis comme, Il fait un chandail à toutes les fois. Il crée de quoi selon comment que le gars l'a. J'offre une création à mes haters. J'aime vraiment. C'est bon, ça. C'est quoi qui te motive? Est-ce que ça t'arrive parfois de comme t'asseoir dans ta chambre ou whatever, je sais pas aussi où tu viens avec tes créations dans la tête, là, mais ça t'arrive-tu de t'asseoir et faire comme merde? Comme, est-ce que ça me pince? Non, du tout. Ça vient te motiver? Ah, ben, tu sais, c'est parce que moi, je les vois pas, ces commentaires-là, en fait. Là, parce que, tu sais, c'est facile maintenant avec, tu sais, quand tu reçois beaucoup de commentaires, tu sais, avec les algorithmes, là, comment c'est fait maintenant, c'est que ça s'en va directement dans les messages filtrés, dans le bas complètement des commentaires. Ça te tente pas de regarder parfois? Ben, je regarde quand j'ai besoin de créer. Fait que quand j'ai une nouvelle pièce... C'est ta motivation. Oui, c'est un moteur de création. Fait que tu sais, comme, tu vois, j'étais allé au Royal Mount là, cette semaine, avant-hier, je pense. Puis là, j'étais comme... Puis, tu sais, c'est tellement pas impressionnant. Là. C'est pas ce qu'ils ont essayé de nous vendre. Fait que là, j'ai fait comme, bon, ben, j'ai été déçu, mais mon plan, je me suis dit... ça va être à chier. Fait que je vais marcher jusqu'au métro Namur, puis je vais aller au Village des Valeurs après. Fait que j'étais allé là, même sous la pluie, puis je me suis dit, j'espère trouver quelque chose. Là, j'ai trouvé un jeté de Space Jam avec LeBron James dessus. Oui, j'ai vu. Puis là, j'ai fait comme... Mais tu l'as déjà fait? Oui, c'est ça. J'ai fait hier, littéralement hier. Fait que là, j'ai fait comme, hostie. Là, je me suis remémoré un commentaire que j'avais vu qui était quelqu'un qui écrivait « Jean Calice », qui voulait dire « Je m'en calisse ». Puis là, j'ai fait un lien avec... Je me suis rappelé que parce que j'ai beaucoup de Français dans mes abonnés. Puis là, je me suis rappelé que les Français, ils disent beaucoup « Je m'en LeBron James », qui est un dérivé du verlan « Je m'en Lebran », comme « Je m'en branle ». Fait que là, j'ai fait « Je m'en branle »,« Je m'en LeBron James » et « Je m'en calisse ». Fait que j'ai tout mis ça ensemble, puis j'ai créé un scénario à partir de ça. J'étais allé sur le pont, sur l'autoroute 15. C'est là que je me filme. Je pense. Ouais, tout de suite. OK, tu les vends, toi, sur place, directement? Ben non, en fait, dans ma boutique. Il met un story, puis écrit « Achetez-le maintenant ». Puis pour vrai, moi, j'ai aimé... t'as mis un chandail hier, je pense que c'était Puma, Ardennes. C'était quoi déjà le quote que t'as mis? C'est Prada. Devil Wears Ardennes. Devil Wears Ardennes. Ouais. J'ai cliqué parce que je suis comme, laisse-moi voir de quoi ça a l'air. Moi, je suis très curieuse en vie. Hein. J'ai cliqué sur ton lien, je suis allée checker ton site, si on peut dire. Il n'y a plus beaucoup de choses parce que toutes mes créations sont chez Marché Flow en ce moment. Ben, c'est ça, c'était écrit sold out. Je suis comme, wow, OK. Fait que tu venais de le mettre. Tu les vends combien maintenant? Je suis curieux. C'est pas cher pour le temps que j'investis là-dedans, puis surtout vu que j'ai ma vision, mes slogans viennent de ma tête. Souvent, les gens prennent des slogans qu'ils voient sur Internet. Fait que c'est beaucoup de travail pour ce que je vends. Fait que, mettons, un truc brodé, comme par exemple ce T-shirt-là, qui est montre-nous-le. Ouais, je vais le montrer. Qui est un pochoir de mon visage avec ma dédicace que j'ai brodée à la main. Okay. C'est beaucoup de temps quand même. J'en doute pas. Je le vends 75 $. Ah, t'es généreux. Ben, c'est ça. Puis version sweater, 90 $. Très généreux. Fait que, mais il y a des gens, parce que il y a des gens qui connaissent pas ça, qui vont trouver ça très cher. Puis là, des fois, ça m'affecte. Ça, c'est le genre de commentaire qui m'affecte parce que moi, je viens d'un milieu très pauvre, très modeste. Fait que quand des gens me disent ça, c'est comme je me sens comme dévalué comme artiste, parce que j'ai l'impression que ça m'affecte pour de vrai parce que c'est pas des haters. C'est des gens qui sont comme « Ah, j'aimerais ça me procurer tes créations, mais c'est trop cher pour moi. » Mais ça, c'est correct. C'est une opinion, puis ils ont le droit de dire qu'ils trouvent ça cher ou qu'ils n'ont pas le budget. Mais quand ils me disent « Ça vaut pas ça », ça, c'est le seul commentaire qui peut m'affecter parce que c'est comme de pas aller plus loin puis d'essayer de comprendre que d'accepter l'histoire derrière tout ça. C'est ça, puis que c'est pas ce que je fais, c'est pas des biens essentiels, c'est des œuvres que tu possèdes, que tu économises pour t'acheter ça, puis je veux dire, puis c'est aussi ne pas connaître les pauvres, parce que les pauvres,
économisent aussi. Les pauvres ont du goût aussi. Fait que c'est comme je trouve ça un peu rabaissant pour les pauvres, parce que je veux dire, je viens d'un milieu pauvre, je sais pas vous, là, mais tu sais, je viens d'un milieu pauvre, puis je veux dire, moi, quand je vois le travail d'un artiste, je suis pas comme, ça vaut pas ça, c'est trop cher. Non, je regarde, OK. Ça vaut toujours plus que qu'est-ce que ça vaut. Mais exact, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai toujours eu, tu sais, je veux dire, les pauvres vont toujours regarder Gucci ou des trucs comme ça, puis ils se sont toujours dit, je vais économiser pour m'acheter du Gucci ou je vais économiser pour m'acheter une Xbox ou des trucs comme ça. Les pauvres, pour moi, c'est relatif. Là, fait que, pour toi, c'est qu'est-ce que tu considères comme pauvre? Mettons, quand tu dis, moi, je viens d'une famille très modeste aussi. J'ai toujours vécu en appartement avec ma mère, puis, dans des petits appartements, mais j'ai jamais manqué de rien. J'avais quand même tout le temps un toit puis des repas. Fait que, toi, pauvre, c'est à partir de où? Pauvre, c'est quand la classe moyenne s'en rend compte. C'est quand tu vois qu'il y a une différence. Quand les gens de la... Ben moi, en tout cas, toi, tu viens de Montréal, j'imagine? Non, Rive-Sud. Ah, Rive-Sud, OK. Rive-Nord, Rive-Sud, je suis un peu mélangé. OK. Moi, je viens de Pointe-Calumet, tu sais. Fait que c'est quand... tu le sais que t'es pauvre. C'est parce que c'est les gens qui te le disent. Les gens te disent, t'es pas comme nous, tu sais. Mettons, quand t'arrives après les vacances de Noël, puis que là, genre, tout le monde se parle des cadeaux qu'ils ont eu à Noël, puis tout ça... Puis que là, tu vois qu'il y a plein de gens qui reviennent bronzer, tu sais, parce qu'ils ont été dans le sud, puis tout ça. Ou, tu sais, c'est vraiment les dynamiques, je pense. C'est vraiment une question de dynamique. Tu sais, des fois, les gens me disent, ouais, mais tu sais, la classe moyenne, ça s'effrite, tu sais. Il y a de moins en moins de classe moyenne, puis tout ça, les gens s'appauvrissent dans la classe moyenne. Oui, mais c'est pas ça. C'est une question de mentalité, tu sais. C'est comme... Parce que moi, je l'ai vécu beaucoup, là, tu sais, la classe moyenne. Tout le monde se ressemblait, tout le monde se reconnaissait entre eux. Puis moi, j'étais le petit pauvre parce que, tu sais, j'habitais dans un ancien chalet que mon père a rénové de ses propres mains. C'était tout petit, c'était minuscule. J'avais pas la même boîte à lunch que les autres, tu sais. C'était surtout ça, la classe moyenne, de mon point de vue, tu sais. Fait que t'étais à part des autres, dans le fond. Comment? T'étais à part de la moyenne, en fait. Tu exact. te sentais à part. Ben oui, c'est ça. C'est les gens qui te le font sentir. Les gens te font sentir que t'es pas comme nous, puis c'est ça. Ouais, je peux dire que j'étais pauvre de bon. Ah, c'est Je ça. me rappelle, j'ai une de mes blondes que son père ne voulait pas qu'il sorte avec moi parce que je vivais en appartement dans un coin un peu plus démuni. Tu sais. Ah ouais? Puis il l'avait dit devant moi. Oh shit. Lui, il voulait venir me reporter chez nous pour savoir où j'habitais, puis après ça, il avait dit à sa fille d'arrêter de me fréquenter. Aïe. OK. Wow. Mais regarde aujourd'hui. Comme tu l'as dit tantôt, si on pense bien avec la mentalité d'aujourd'hui, la richesse, c'est que tu as un toit, tu as assez à manger dans une journée, tu es en santé, c'est ça la richesse. Oui, absolument. Parce que dans le temps, on s'entend que les gens, ils distinguaient les gens selon leurs biens, selon ce qu'ils avaient, selon leur mode de vie. Mais aujourd'hui, regarde les plus haut placés, ils s'habillent littéralement comme des itinérants. C'est les plus riches des riches, là. C'est ceux qui... J'essaie pas de comme, catégoriser les gens, mais aujourd'hui, ceux qui s'habillent pas en marque, ceux qui s'en foutent du look externe, c'est souvent ceux qui réussissent le mieux dans la vie, tu sais. Mais pour vrai, je respecte beaucoup ton cheminement. C'est magnifique. Moi, je me demande ça, c'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Wow. C'était quoi? Pas à la main, là, j'ai pas tissé. C'était une tapisserie tissée que j'utilise tout le temps le même patron pour faire mes t-shirts. Là. C'est vraiment cool, pour de vrai. Je regarde ton style, puis je vais forcément t'acheter quelque chose. Ah, ben c'est gentil, merci. Pas mal sûr que oui, en fait. Mais là, tu me dis, c'est tout le temps sold out. Il va falloir que j'aille au marché Flow. Ouais, ben c'est pas tout qui est sold out. En moyenne, là, quand tu, exemple, tu as fait ta vidéo de LeBron James, OK? Ouais. Ben, celle-là. Quand tu postes ton Reels, tu le mets à vendre en même temps. Ouais. OK. Puis ça prend combien de temps en moyenne pour vendre un de tes produits? Ah, ça peut prendre du temps des fois. Ça dépend. Ça dépend du produit. Ouais, c'est ça. En général, mettons ta moyenne. Parce que c'est un à la fois, right? Ouais, exact. Ben, en moyenne, je sais pas, parce que là, on dirait que ça a changé vu que j'ai comme épuré ma boutique, vu que tout est rendu au marché Flow. Fait que là, ben maintenant, mes trucs il y en a beaucoup moins. Fait que ça crée un effet de rareté. Fait qu'on dirait que les gens se dépêchent à se procurer la pièce parce qu'ils ont l'impression que... Puis ils ont moins l'embarras du choix. Fait que, je sais pas, tu sais, fait que... T'as-tu des gens VIP? T'as-tu quelque chose? Mettons que... maintenant qu'on se connaît. Ouais. Je veux un chandail. Mettons qu'on se connaît, puis je veux un chandail, puis je te vois en train de tourner ton Reels, là, tu sais. Tu vas dire, regarde, tu dois l'acheter, tu sais. Ouais, sur place, peux-tu l'acheter? Tu dois l'acheter sur place. T'es en train de tourner ton vidéo, exemple, t'as ton chandail sur toi, puis moi, je passe à Montréal. C'est jamais arrivé. Fait que, tu sais, si c'était quelque chose qui était commun, qui m'arrivait souvent, peut-être que je l'envisagerais. Ben voilà, t'as le premier en face de toi. Ouais, c'est ça que j'aime. Moi, j'aime ça, faire ça. Je regarderais faire de quoi. Tu me dis environ ce que t'es, puis
Écoute, moi, ça peut t'encourager, mais en même temps, moi, j'aime ça. J'aime avoir ce que les autres peuvent pas avoir dans un sens. Ouais, je comprends. C'est ça qui est cool avec ton art, c'est que les autres l'ont pas. C'est tes propres quotes à toi. Tu sais, c'est comme tu disais tantôt, c'est pas une quote que j'ai pris sur Internet. Ça vient tout le temps de ma tête. Exact, moi, exact. c'est ça que j'aime. Ouais. Mais ça dépend aussi, parce que des fois, tu sais, comme l'été en pleine canicule, tu sais, des fois, j'ai fucking chaud, je vais pas mettre un T-shirt en dessous juste dans l'espoir de vendre mon chandail que je porte, tu sais, parce que... Mais des fois, je me dis ça, tu sais, des fois, je me dis, là, tu sais, je repère, mettons, il y a un Dollarama, là, je me dis, est-ce que ça serait drôle que j'aille m'acheter un T-shirt Québec du Dollarama, genre, qui est trop tight pour moi, mais juste pour avoir vendu ça, puis je documente ça, je filme tout ça, je filme la transaction, je me filme chez Dollarama pendant que je vais acheter le T-shirt de Québec, vraiment pas beau puis de mauvaise qualité, puis je m'en retourne en Bixi avec le mettons, serais-tu game? Moi, je m'habille souvent avec des chandails très, très simples à 10 $, tu sais, 5-10 $ noirs. Des chandails toujours unis. Fait que moi, exemple, j'arriverais là, puis je veux ton chandail, ben là, tu me dis, j'ai pas d'autres chandails à dire. Bon, ben on échange nos chandails, puis là, je te paye. Ouais, ben ça, j'y pense des fois, je me dis ça. Ouais, ben oui, c'est ça. Ben oui. Si c'est moi, une fille. Ben c'est moi qui pars en Bixi. Ben ça pourrait, pour vrai, j'ai aucun tabou, là, tu sais. Je veux dire, ça fait partie de la démarche, tu sais, je documente, puis comme, hey, je m'en retourne avec un blazer de femme d'affaires, Jean-Chris, là. Ça fait partie de la démarche. T'arrives en Bixi, là, on échange nos chandails, t'as repars avec mon char, je pars avec le Bixi. Ton chandail. Moi, je suis curieux, qu'est-ce qui a fait en sorte que comme t'as pogné autant de views? C'est à la partie de où? Parce que moi, j'ai... C'est vraiment sa personnalité. Moi, c'est sa personnalité. Non, mais avant la personnalité, parce qu'il était debout, le monde y passait, tu dis rien. Ouais. C'est comme, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont comme, OK, lui, j'ai envie de le suivre, mettons. Il y a plusieurs facteurs parce que... Tu dois avoir dérivé ça de c'est que là, j'ai l'impression que s'il y a des gens qui regardent le podcast en ce moment et qui me connaissent pas du tout, j'ai l'impression qu'ils me connaissent pas plus parce que j'ai tellement de choses que je sais même pas comment décrire ce que je fais puis qui je suis. On va se rendre là. Ouais, c'est ça. À la fin du podcast, ils vont te connaître. I guess. C'est ça qu'on aime, nous autres. Mais c'est ça, c'est que moi, j'ai mon truc là, qui est la Connu Life. Ça, j'ai commencé ça en 2014. Okay. Puis à partir de 2014, c'est là que ça a vraiment commencé à marcher fort pour moi. C'est là que les gens venaient me reconnaître. Les gens me reconnaissaient puis venaient me voir sur la rue. 2014, t'as dit? Ouais, 2014. 14 ans plus tard. Ouais. Okay. 10 ans plus tard. T'as dit 14 ans plus tard? Mettons en 2000, là, tu commençais à faire plein de choses, plein de projets. Ah oui, excuse-moi. Oui, exact, c'est ça. Fait que c'est là que vraiment j'ai commencé à faire des vidéos. Je me ressemblais pas du tout. J'avais 80 livres de plus. J'avais une grosse barbe. J'avais tout le temps des lunettes fumées. Je portais tout le temps des blazers puis une cravate. Puis là, les gens venaient me voir. Puis là, j'étais sur Snapchat à ce moment-là. Je sortais mon téléphone. Puis là, j'étais comme, mon nom est Murphy Cooper, je suis connu, je suis un tabarnak de poète. Et là, il y a cette personne-là qui est venue me voir sur Sainte-Catherine parce qu'elle m'a reconnu, parce que je suis connu, parce que je suis un tabarnak de poète. Voilà, mon nom est Murphy Cooper, #ConnuLife. Puis je laissais même pas le temps aux gens de dire quoi que ce soit. Puis c'était ça. Puis les gens aimaient apparaître dans mes vidéos. Fait que là, c'est comme la suite logique. Mais j'aime ça. Ah, okay. Mais c'était ça que c'est un petit peu comme le gars. C'était quoi? Mon père est riche, mon père est riche. Mon père est riche. T'es-tu inspiré de lui? Non, parce que je faisais ça avant lui. Non, lui, il faisait ça bien avant. C'était quoi? C'est le gars dans le club, là? Non, c'est Anakin Pantanese. Ouais. Anakin, whatever, Pantanese. Mais j'adore ce que tu fais. Non, c'est deux choses différentes, ça. Non, c'est ça, c'est deux choses différentes. Mais la même époque. Lui aussi était style genre... Mais c'est tellement intriguant. Genre, littéralement, il bouge pas. Il est juste de même. Puis le vent passe. Mais là, je le fais plus, ça. C'est ça. Tu le fais plus? Mais t'as encore des vidéos. Je le fais moins. Je le fais beaucoup moins. Non, ça c'est l'été passé quand elle m'a connu. 2014, c'était sur Snapchat quand les gens venaient me voir sur la rue. Ouais. Puis c'est ça. Mais c'est ça. Fait que j'avais déjà pour continuer sur ta question, j'avais déjà une communauté. Tu sais, à partir de 2014, je me suis fait connaître aussi dans la communauté haïtienne beaucoup. J'avais un gros hype à Port-au-Prince, en Martinique, en Guadeloupe, parce que j'avais fait une vidéo en créole parce que ma copine est haïtienne. Puis moi, quand je parlais créole, on dit crasse. OK. Puis fait que j'avais fait des vidéos en créole. Et là, puis là, il y a un moment donné, en 2016-2017, je pouvais pas me promener sur la rue sans que les Haïtiens viennent me parler, puis qu'ils viennent me voir, puis tout ça. Puis, fait que ça t'a donné quand même une confiance là, que ça marche, il y a quelque chose qui fonctionne. Oui, c'est ça. Puis, mais Snapchat, il a juste, ça m'a amené, ça a exact, tombé. Ouais, c'est ça. Puis Snapchat et Facebook, tu sais, j'avais mes vidéos, j'étais plus dans la satire, je m'inspirais beaucoup de la lutte professionnelle, tu sais, fait que j'étais comme un personnage de lutteur, j'étais complètement
complètement ailleurs. J'étais tout le temps dans un personnage. Tu sais, comme par exemple, je faisais semblant que j'étais un enseignant à l'école primaire. Et là, je disais... Vrai artiste! Puis je tournais mes vidéos sur mon travail de concierge. J'étais concierge pour des entreprises. Puis là, je sais pas s'ils le savent, là, mais en tout cas... Puis là, je travaillais la nuit. Puis là, je tournais mes vidéos dans le... Pas juste là, je faisais ça aussi à l'extérieur, puis tout ça. Puis, fait que c'est ça, fait que je disais que j'étais un enseignant, puis je faisais des affaires épouvantables à mes élèves. Tu sais, comme par exemple, je shamais mes élèves parce qu'ils me répondaient pas en créole ou je disais aux gens que j'allais dans les cafés parce que, tu sais, c'est plein de choses, mais ça, c'était ma passe là, en créole, par exemple. Puis là, je disais que j'avais été dans un café puis que là, le gars m'avait pas reconnu. Puis là, je disais comme, je suis une star à part au Prince puis tu m'offres pas mon café puis blablabla. Puis tu sais, c'était con, mais les gens comprenaient pas le degré tout le temps. Fait que ça, j'aimais beaucoup ça parce que là, je me promenais dans la rue, puis les gens étaient jamais certains. Là, il y a des gens qui me disaient « Mais là, est-ce que c'est vrai que tu as perdu ton emploi d'enseignant? » Puis tout ça. Fait que là, j'adorais ça parce que c'était comme vivre un roman ou un film en temps réel, tu sais, dans ma vie de tous les jours. Je me rendais à mon travail de concierge, mais là, moi, je voulais rester dans la flamboyance du personnage. Fait que là, tu sais, j'avais tous mes accessoires, tous mes bijoux, j'avais des grills à un moment donné. Je me promenais avec des grills. Puis là, je me rendais à mon travail de concierge, puis là, j'arrivais... Ben, c'est quasiment... Là, j'arrivais à mon travail de concierge, puis là, j'enlevais mes bijoux, j'enlevais mes grills, puis là, je redevenais... Mais tu sais, c'était... Parce que j'avais pas le choix, parce que je croisais des gens à chaque fois que je sortais, mettons, du métro Guy Concordia, sur mon chemin pour me rendre à mon travail, qui était au centre-ville, pas loin du Centre Bell. Ben là, tu sais, j'interagissais avec des gens. Fait que c'est ça. Fait que j'avais une bonne base, déjà. J'avais été chercher un bon 45 000 abonnés à ce moment-là. Fait qu'après ça, quand je faisais... Puis aussi, quand j'ai commencé à faire mes vidéos où est-ce que les gens me saluent puis tout ça, bien, pendant la pandémie, au début de la pandémie, j'avais aussi un petit défi. Je m'étais donné comme défi de faire une danse par jour. J'avais une danse sur Wait a Minute de Willow Smith. OK, tu dansais aussi? Oui, c'est ça, mais je suis pas un danseur. Là. C'était vraiment une danse, là, un petit mouvement d'épaule. Là, tu sais. Puis je répondais à des haters à chaque jour avec un outfit différent. J'ai fait ça pendant 250 jours. Puis ça m'a permis d'aller chercher 130 000 abonnés pendant le confinement. Fait que j'avais déjà une base sur TikTok. Fait que là, quand je faisais mes vidéos où est-ce que j'allais au centre-ville, je faisais ça pendant comme 1 minute. Je m'affichais avec ma création, puis je voulais au moins aller chercher une foule derrière moi. Puis c'était juste des photos au départ, tu sais, pour vendre mes créations. Mais j'espérais tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui interagisse avec ma caméra, tu sais, soit un signe de peace ou des trucs comme ça. Mais là, plus ça allait, plus les gens me reconnaissaient, mais il y a aussi du Trizac. Il avait fait un documentaire sur moi à la télé de Moi et compagnie, la chaîne Moi et compagnie. Fait que ça m'a aussi donné... Il y a des gens qui me reconnaissaient de là aussi. Fait qu'en tout cas, à un moment donné, j'ai eu assez d'interactions pour en faire une compilation. Puis les gens ont vraiment aimé ça. Puis après ça, ben là, je restais plus longtemps pour essayer de cumuler plus d'interactions. Fait que ça a commencé, c'était 1 minute, après ça 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Puis là, après ça, ben là, plus ça allait, plus je restais moins longtemps. Puis là, maintenant, je peux juste rester 2 minutes, puis j'ai déjà comme 4 selfies avec les gens, mettons. C'est intéressant. Fait que, ouais, c'est ça. Mais le monde, tu penses que c'est parce qu'ils aiment ça être derrière ta caméra, puis le fait que tu es un peu connu dans ce temps-là, ils se voient, fait que ça fait des partages ou... Non, c'était juste, je pense qu'ils aimaient ben, il y a probablement ça, mais il y a aussi, je pense que les gens aimaient l'aspect... Chris, on se parle plus, tu sais. Comme tu vas au service à la clientèle, mettons, tu sais, tu vas chez Tim Hortons, puis, tu sais, la personne qui est là, tu sais, va même pas te parler, tu sais, elle va faire comme... Elle va te pointer le montant qu'il faut que tu payes, puis tu sais, elle va te donner ton café. Puis tu sais, on s'est rendu très froid, on dirait, là, depuis la pandémie. Là, on dirait que c'est... Fait que les gens... Puis aussi, les algorithmes nous ont beaucoup divisés. Fait que je pense que les gens ont besoin... Oui, c'est ça. Les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de sentir que Chris, on peut se parler, on peut se saluer puis tout ça. Moi, je trouve ça toujours important. J'en parlais en plus avec moi, quasiment tous les jours, je vais déjeuner au même endroit. Puis avec ma serveuse, c'est ça, je disais, moi, j'aime ça, prendre le temps de dire salut, ça va. La serveuse, non, ça va, je vais prendre ça. Puis tu sais, tu connectes pas pantoute. Fais-la comprendre que t'es là, puis qu'elle est là, puis que les deux, vous êtes là en ce moment. Puis tu retournes sur ton téléphone dans 2 secondes. C'est ça. C'est la seule interaction pas mal vraie qu'elle va peut-être avoir dans sa journée. Ou quand, exemple, quelqu'un te sort, tantôt tu vas mettre du gaz, hey, merci, bonne journée. Puis tu sais,
attend que vous ayez un contact, puis qu'elle fait OK, il me dit vraiment, moi, bonne journée, puis il est vraiment content de me parler. Puis là, elle, tu as peut-être fait sa journée au complet. Là. Exact. Oui, ben oui. Au complet. Là. Parce que, tu sais, il y a des gens que c'est ça leur vie, là, tu sais. Comme, mettons, je pense à mon père qui est décédé en 2021. Mais lui, avant ça, tu sais, c'est un baby boomer que c'était comme ça que ça fonctionnait pour eux, tu sais. Fait que lui, à son travail, tu sais, lui, il revenait, là, puis lui, c'était comme... Il n'était pas payé très cher, mais c'était comme un fier représentant de sa job. Là. Puis il parlait de tout le monde à cette job-là. Il débordait. Il était l'homme à tout faire de Peter Morenzos à la queue de cheval puis tout ça. Mais avant de mourir, il était rendu... il travaillait pour l'aubainerie, je pense. Et Peter... c'est comme un... Le resto? Ouais, les restos La Queue de Cheval, Mose, Mbico. Okay, il a lancé plusieurs restos au centre-ville, là, des restos chics. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça, il y a des gens pour qui... Leur travail, c'est leur manière de se valoriser, le service à la clientèle ou rencontrer des gens, tout ça. Mais avec les médias sociaux, des fois, tu vas juste à l'épicerie, puis tu sens, mettons que le jeune dude de 19 ans, genre, il te sert, puis il est comme... Je devrais pas être ici. Genre, moi, je regarde des dudes sur TikTok qui roulent en Lamborghini, puis moi, c'est ça que je devrais faire. C'est là que je devrais être dans la vie, genre. Puis c'est comme, tu sais, on dirait que tu le sens que tout le monde pense à son statut social, puis tu sais... C'est très selfish. C'est ça. Ça pense qu'à soi. Ben, c'est la raison pour qu'on a fait le podcast, parce qu'on voit juste les bons côtés des gens. Tu sais, moi, j'appelle ça le TikTok generation. Tout le monde pense que le succès, c'est un claquement de doigts, mais c'est le fun de voir que toi, ça a pris des années de build-up. Puis pas juste ça, c'est plusieurs masteries qu'on combinés pour créer la personne qui était aujourd'hui. C'est ça. Puis aussi, tu sais, je parlais tantôt de la première phase de la Connu Life. Je disais que j'étais gros, j'avais une grosse barbe, des lunettes fumées, tout ça. Mais quand j'ai maigri, là, quand j'ai perdu comme 90 livres là, du jour au lendemain... Là, comment t'as fait ça? Weight Watchers. Ah, OK. C'était tellement populaire quand ça venait de sortir en plus. Le Weight Watcher. Ah, mais moi, c'était pas quand c'était populaire. Là, c'était... C'est ça, moi? Oui, bien en 2018. Puis ça ressemble à quoi, cette diète-là, mettons? Ah, c'est des points. Tu cumules des points. Tu sais, mettons, il y a un code barre là, sur... fait que tu fais juste scanner le code barre. Puis c'est comme une méthode scientifique, si on veut, qui fonctionne pour de vrai, que ça te dit on t'alloue un système de points. Tu as un certain nombre de points par jour. Okay. Comme par exemple, moi, j'avais, je pense, 28 points. Fait que fallait pas que tu dépasses tes points quotidiennement. Puis ça t'aide beaucoup à te structurer et tout ça sans te priver non plus. Fait que c'est ça que j'aimais. C'était vraiment pas restrictif. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que il pensait à tout, tu sais. Il pensait aux glucides, pensait à... Tu sais, fait que c'était vraiment pas restrictif, tu sais. Puis moi, tu vois, j'ai maigri à partir de 2018. Puis encore à ce jour, aujourd'hui, j'ai pas repris de poids. Je mange de la poutine, je mange des burgers, je mange, tu sais, comme, je mange ce que je veux, tu sais, fait que c'est... En tout cas, pour moi, c'est simple parce que, tu sais, je le recommande pas. Je recommande pas les diètes en tant que telles parce que ça peut être nocif pour bien des gens, autant sur le mental parce que, tu sais, c'est difficile, tu sais, surtout si tu n'obtiens pas de résultats, mais... Une diète de minceur, tu parles. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, il y a plusieurs sortes de diètes. Oui. Le monde associe diète à maigrir, mais c'est pas nécessairement ça aussi. Exact, c'est ça. Je veux pas être l'ambassadeur des diètes. Je veux pas, tu sais, mais moi, ça a fonctionné parce que dans mon cas, je suis très actif. J'étais concierge à l'époque. Fait que, tu sais, je suis très, très actif puis je suis très rigoureux puis tout ça. Fait que, mais... Là, aujourd'hui, est-ce que tu as un autre side comme ça ou c'est vraiment, là, tu vis à 100% de tes créations puis de tes réseaux? Je suis chroniqueur aussi j'ai mon podcast avec mes amis. Puis sinon, j'ai des petits contrats ici et là, tu sais, mettons de la télé ou des trucs comme ça. Sinon, des contrats par écrit. Tu sais, je suis chroniqueur écrit aussi. J'ai travaillé pour La Presse pendant 1 an et demi. Puis pour... plusieurs magazines. Mais là, pour l'instant, j'écris pas. Ça, justement, l'écriture, là, avec les chats GPT de ce monde, là, ouais. Penses-tu que ça, c'est comme un peu en danger? Le fait que maintenant, tu peux demander à ChatGPT d'écrire un texte par rapport à un sujet, même tu peux lui donner les vidéos pour faire un résumé. Tu sais, on pourrait même y envoyer 100% de nos vidéos qu'on fait de nos podcasts. Il nous analyserait. Ouais. Il pourrait faire une meilleure description de nous autres que nous autres mêmes, tu sais. Moi, je l'ai pas vu encore. Tu l'as pas encore vu? Je suis tout le temps sur ChatGPT. Je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle. Je sais pas si c'est parce que... je sais pas si c'est parce que je l'utilise pas de la bonne façon, peut-être, je sais pas. Mais je me sens pas encore en danger. J'ai pas l'impression qu'il y a pas l'essence humaine qu'on retrouve. Je le vois pas, tu sais. Puis c'est ça, c'est difficile de
feindre l'authenticité. C'est vraiment difficile de... C'est vrai, en plus. C'est ça, parce que t'as beau aller chercher un succès avec l'intelligence artificielle, c'est vrai. Mais comme moi, ça fait depuis 97, là, je l'ai dit souvent depuis tantôt, mais pour faire pour être encore ici aujourd'hui puis pour avoir le succès que j'ai présentement, il a fallu que je me réinvente plusieurs fois. Puis là, je reviens à ce que je disais parce que j'ai pas fini mon idée parce qu'on va dans tous les sens. Mais quand j'ai maigri, j'étais méconnaissable sur la rue. Fait que du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui me reconnaissait. Là, c'était ça ma vie pendant comme 4 ans. Là. C'était de 2014 à 2018. Ouais. Les gens me reconnaissaient à tous les jours sur la rue. Je me sentais vraiment comme une star à tous les jours. Puis du jour au lendemain, les gens me reconnaissaient plus du tout. Fait que j'étais comme wow. Fait que puis en plus, les algorithmes changeaient beaucoup. Facebook avait changé son algorithme à ce moment-là parce que bon, il avait comme déterminé que c'était nocif pour les gens. Puis il avait comme axé ça plus famille et amis. Fait que c'était rendu comme vraiment difficile. Fait que j'étais obligé de me réinventer. Fait que, mais ça, les algorithmes, pas les algorithmes, l'intelligence artificielle va pas t'aider à te réinventer. T'sais. Fait que tu peux avoir un succès, mais j'ai bien de la difficulté à penser que l'intelligence artificielle va réussir à te donner un fil conducteur qui va faire que tu vas pouvoir te réinventer, mais garder l'essence, l'authenticité de la personne que tu es. S'adapter. Fait qu'en tant que créateur, il faut vraiment que tu t'adaptes à toutes les tendances. Exact, c'est ça. Ça s'achète pas. Il y a bien des gens que dès qu'ils atteignent un plafond, après ça, ils ont l'impression... Parce que dès que tu atteins le plafond, à un moment donné, tu as beau... Tu t'es fait connaître sur un catchphrase, mais après ça, il y a d'autres montagnes. Oui, c'est ça, parce que ça s'arrête pas là, parce qu'après ça y va en pente descendante. Moi, je pense beaucoup que l'avenir appartient aux artistes. Oui. Moi, je pense beaucoup que l'avenir appartient aux artistes. Parce que ChatGPT va tout pouvoir faire ce que les gens avec des intelligences plus mathématiques ou ils font. Ils vont tout pouvoir le faire. Tout ce qui est humain, c'est la seule chose qui pourra jamais vraiment se remplacer. La créativité humaine, spontanée, ça ne s'égalera pas. La machine, elle ne pourra pas le computer parce que c'est quelque chose qui c'est différent, c'est personnel, puis c'est vraiment authentique. Fait que plus tard, je pense que ce qui va le plus valoriser qui va être le plus valorisé, c'est les gens créatifs, les artistes authentiques, ce que l'EA ne pourra pas faire. L'EA essaye de faire ce que les gens créatifs font. En fait, il essaie de l'adapter pour qu'il soit humain, créatif, drôle, triste, heureux, qu'il y ait toutes ces émotions-là, mais il ne pourra jamais le faire. C'est ça qui fait exact. La différence, c'est ça qui fait qu'on est humain, c'est qu'on est émotif. C'est ça. L'ego. L'ego aussi. Oui, aussi. Parce que quand tu as un certain succès, après ça, on dirait que tu ne veux plus accepter que ça va juste aller en descendant, puis accepter qu'il va falloir que tu te réinventes. Puis les gens qui ont de l'ego, ils sont pas capables de piler dessus ou de mettre ça de côté. Ils sont pas capables de se réinventer. J'adore ce que tu dis, parce que ça fait beaucoup référence avec le trading. Le trading, en fait, les gens qui perdent, même dans l'immobilier, en fait, même dans tout. En passant, lui, il est trader, puis moi, je suis en immobilier. OK. Ouais. Fait que, dans le fond, dans le trading, quand tu as beaucoup d'ego, puis tu tiens à ton idée, puis que le marché va à l'encontre, beaucoup de gens tiennent à ça, puis ils ont des plus grosses pertes. Un peu comme dans l'immobilier, un peu comme dans tout dans la vie. Fait que je suis content que tu apportes cette idée-là, que l'ego est un ennemi aussi pour les créateurs en tant qu'artistes. Ah oui, absolument. Ben oui. Pour tout. On parlait de ça justement à notre premier podcast qu'on avait fait. On disait que dans la vie, la vie, elle tourne. Puis il y a tellement de circonstances qui se passent à l'extérieur de ce que nous, on envisage faire dans notre journée quotidienne. Fait que si tu t'ajustes pas continuellement à ce qui se passe autour de toi, ben, excuse-moi, mais tu vas tomber par terre à un moment donné. Là. Parce que oui, toi, tu as une vision, mais il y a tellement de choses chez toi. Tu avais ta vision, mais tu as perdu de poids. Tu as perdu tout ton poids. Fait que là, aujourd'hui, tu es dans la rue, les gens te reconnaissent plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le choix de te réinventer puis changer ta stratégie. Et c'était même pas dans une volonté de retrouver la notoriété. C'est ça le pire. C'est revenu à moi. Puis, fait que c'est ça, c'est même pas en essayant. Fait que c'est ça qui est cool. Fait que là, c'est comme la deuxième phase où est-ce que là, je l'ai goûté la première fois, j'étais dans un personnage plus condescendant, c'était voulu, c'était délibéré. Mais là, maintenant, je sais c'est quoi. Puis, j'évolue aussi dans le milieu des médias. Fait que, maintenant, je suis comme, c'est pas... ça peut pas m'enfler la tête, parce que c'était même pas désiré, c'est arrivé comme ça, mais c'est arrivé comme ça une deuxième fois. Fait que je peux juste être reconnaissant que ça me soit arrivé. Mais comme tu disais, ou toi, je sais plus, de tenir à une idée puis tout ça, c'est la création, la créativité, c'est tu as une idée de génie, tu l'exécutes
Puis ton idée de génie peut être une idée de génie, mais ça sera pas ça. En tout cas, ça va évoluer, puis tu vas réaliser que... C'est ta ligne directrice, mais... C'est fou, comment... Parce qu'un artiste ne peut pas s'installer, écrire, puis mettre sur papier son idée de génie, puis après ça, aller au bout de son idée de génie, puis... C'est ça qui est fucked up, c'est que on n'est même pas maître de notre œuvre, parce que ça sort même pas de l'idée qu'on a eue à la base. C'est ce qui découle après de tout ça. C'est comment tu vas t'adapter, qu'est-ce qui va venir après de tout ça. C'est jamais ton idée de base qui va fonctionner. Fait que c'est ça qui est malade, c'est que tu es tout le temps dans le vide, tu sais pas ce que tu vas faire, mais il faut juste que tu sois constamment dans l'action. Parce que ce que tu peux contrôler. Puis je cherchais tantôt dans Tai Lopez, un gourou que j'aimais bien dans le temps. Son rule number one, c'est toujours l'adaptation. C'est un bluebird qui a survécu dans tous les êtres survivants. C'est un petit oiseau qui a réussi à survivre en date d'aujourd'hui. Puis la raison pourquoi, c'est parce qu'il s'adapte, même dans le temps des dinosaures. Là. Je cherchais son nom, mais je l'ai pas trouvé. Fait que c'est l'adaptation qui est tellement importante. Puis ce que tu as dit tantôt, c'est que même si tu as ton idée, ton exécution, ben c'est jamais exactement la même façon que tu veux que ça soit. Exact. Je pense que c'est Cocteau qui disait ça, qu'on a tous un schizophrène en nous qui demande à ce qu'on le libère puis qu'on lui laisse toute la place quand vient le temps de créer puis tout ça. C'est exactement ça. Tu sais. C'était dans une vidéo de... Comment tu appelais ça, t'as dit? Un schizophrène. Non, l'autre, Cocteau. Cocteau, Jean Cocteau. Okay. Il avait fait une vidéo dans les années 50, je pense. C'était en noir et blanc. C'est un message qu'il adressait aux gens de l'an 2000. C'est vraiment intéressant. C'est sur YouTube. Il disait quoi, en gros? Il disait, j'imagine qu'aujourd'hui, vous regardez cette vidéo-là et peut-être que la vie s'est rendue telle affaire comme ça. Il essayait de se projeter dans l'avenir, comment ça allait être. Fait que c'est vraiment... Un philosophe, quasiment. Oui, exact. C'est un philosophe. C'est un philosophe? C'est un auteur, c'est un philosophe. C'est un artiste. C'est un artiste, ouais. Toi, mettons, tu te projetterais dans 50 ans. Juste avant de sauter à un autre sujet, là, tu te projetterais dans 50 ans. Tu veux dire... Mettons, là, tu ferais une vidéo comment en noir et blanc. Le monde serait... Ouais, OK. C'est intéressant. Ouais. Ben, je pense qu'on va être là où on n'a pas envie d'être, mais qu'on n'a pas le choix parce qu'il faut y aller, parce que c'est là que l'évolution va nous amener. T'sais. Fait que je pense que notre cerveau va être connecté dans le cloud. On va avoir vécu le monde, c'est à nos portes, là, on va avoir été dans... Parce que là, en ce moment, les médias sociaux, ce qu'on vit là, puis là, c'est pour ça qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'assoie, qu'on ait une discussion, puis qu'on se dise, là, tabarnak, là, comme ça peut pas... on peut pas se laisser contrôler, être asservi par les algorithmes, parce que dans pas long, on va tous être... dans notre casque de réalité virtuelle. Ouais, c'est triste, puis là, on va avoir de la difficulté à sortir de ça parce que là, déjà, on se convainc de ce qu'on voit parce qu'on va pas vers les gens. Fait que moi, c'est ça, ma démarche, c'est je vais vers les gens, je te montre que je suis pas hostile, tabarnak. Tu crois à des théories de conspiration, pas moi. Je m'en calisse, c'est pas grave. Comme, regarde, viens vers moi, tu vas voir que tu vas comprendre pourquoi moi je crois pas à ça, toi tu crois à ça. On a chacun notre raison de, tu sais, comme t'es pas vacciné, mais t'as ta raison de croire à ça, puis je veux comprendre, puis tu sais, comme c'est, fait que, mais avec les casques de réalité virtuelle, oublie ça, là, tu sais, on va tous être comme confinés à ça, puis on va y croire encore plus parce que, tu sais, à l'époque, là, quand Internet est apparu, là, c'était... je veux dire, on s'est rendu compte à un moment donné, on était comme, là, tabarnak, lâche les messages textes, puis appelle-moi. Appelle-moi parce que là, on se chicane pour rien. Parce que là, tu comprends pas l'intérêt. De même dans le texto, surtout quand ça devient émotif, le monde, il perçoit tout. Ouais, c'est ça, il est-tu fâché, tu es content? Exact, c'est ça. Mais là, on est juste en mode genre, ben... je vais valider au fur et à mesure ce que je pense que c'est. Fait qu'il est en tabarnak, parfait, je te bloque mon esti de cave. Tu sais, c'est ça. On est rendu, tu sais, c'est ça qu'on fait, mais à l'époque, on était tout le temps en mode comme appelle-moi là, c'est con qu'on soit en train de se chicaner sur, tu sais, parce que
on avait encore le pas de recul qui nous permettait de se dire hey, c'est stupide, là. C'est une technologie qui n'était pas encore tout à fait qui était pas encore existant dans le temps. Oui, c'est ça, c'était pas encore faisait pas partie intégrante de notre quotidien, c'était pas essentiel encore à notre vie, fait qu'on était comme là, appelle-moi, on va se parler de vive voix, tu vas comprendre mon intonation, puis ou on va aller prendre un café, tu vas pouvoir absorber mon énergie. Reconnecter. C'est ça, mais là maintenant tout le monde est comme tout le monde va être dans les casques éventuellement. On peut utiliser les emojis. Fait que là, tu passes genre, je suis triste. Oui, ça aide beaucoup. T'aimerais vraiment ça. J'ai écouté un film hier, ça s'appelle Atlas avec Jennifer Lopez. Ouais, j'ai entendu parler. C'est vraiment bon. Puis oui, ça monte un peu. Et sur Netflix. Ben ouais, c'est ça. Puis ça monte, je pense, justement, dans 50 ans. OK? Puis là, c'est le EA, justement, qui a comme. On a créé tellement de EA qui s'est tellement adapté que même à un moment donné, le EA. Il a réussi à se débloquer. On a tous déjà eu ce scénario-là. Là. Il a réussi à bypasser les systèmes de sécurité que les humains avaient mis. Parce que là, on est en train de créer une technologie qui est plus brillante que l'humain. Fait que là, à un moment donné, c'est comme ça amène qu'elle prend le dessus sur nous autres. Puis on est comme... La vie va aller mieux, par contre, parce qu'ils veulent que l'humanité continue. Mais là, il n'y aura plus de destruction de la planète comme qu'on est en train de faire. Ils vont dire non, vous autres... vous faites plus ça, là, parce que la planète va détruire. Puis eux autres vont prendre le contrôle. Là, ils vont dire non, vous autres, vous faites ça. On va faire dicter par eux. Oui. On va être comme leur chien, tu sais. Je le vois déjà, tu sais, comme tantôt je disais que mes commentaires sont filtrés, tu sais, quand mettons des haters, tout de suite, ils sont flagués. Puis ils s'en vont, tu sais, comme j'appelle ça comme ma garderie, tu sais, c'est comme les gens... Non, mais c'est vrai, tu sais, des fois, t'as genre des photographes professionnels qui viennent m'insulter avec l'espèce de petits... qui se sont achetés l'authenticité, puis t'es comme... Ils sont là avec tout leur fucking portfolio, genre, puis tu viens m'insulter. Mais moi, je trouve ça drôle parce que c'est comme... Je fais aucune distinction entre toi puis le dude qui a une photo de motocross, là, tu sais, parce que vous êtes toutes flagués dans mes commentaires que je dois pré-approuver avant que les autres puissent le voir. Fait que vous apparaissez toutes à la table des enfants, dans la garderie, genre. Fait que, mais ça, c'est l'intelligence artificielle qui fait... j'imagine, là, l'algorithme qui fait que... Mais à un moment donné, tu sais... Ces gens-là, ils vont... Parce que, tu sais, des fois, je me dis, ça serait drôle en esti que je me crée un compte où je me fais passer pour l'intelligence artificielle, puis mon compte qui interagit avec mes haters va faire comme « Hey, salut! » Tu sais, mettons, ça va s'appeler, je sais pas, le Awards Bot qui remet des trophées aux gens, mettons. Fait que là, mais ça va passer pour l'intelligence artificielle, puis là, je vais leur dire... Hey, bravo, t'as commenté comme 15 fois sur le profil de l'auteur de cette vidéo. Je t'annonce que t'as reçu la badge de fan de cette personne-là et un message automatisé va être envoyé à l'auteur de cette vidéo pour lui dire que t'es un de ses grands fans. Mais là, les gens sauront pas que c'est moi qui fais ça. Ils vont penser que c'est l'intelligence artificielle, mais parce que ça va être ça éventuellement. Mais ça me fait juste rire d'imaginer que là, ça va piquer leur orgueil parce qu'ils vont être comme « Non, envoie pas le message à lui, il va penser que je suis un fan de lui. » Parce que là, l'intention à la base, c'était d'essayer de m'atteindre. Puis là, finalement, ils se retrouvent à être des super fans. T'sais. Fait qu'ils voudraient pas ça. Mais ça va être ça. Il y a déjà des bots qui circulent là, on les voit des fois sur TikTok là, qui commandent des choses quand même accurate parce qu'ils ont fait une bonne lecture de la vidéo, puis c'est fucked up. Fait que plus tard, ça va être ça. Les haters vont juste s'engueuler avec l'intelligence artificielle. Fait qu'on le voit déjà, le fait qu'ils soient déjà comme filtré, puis c'est ça. Fait que j'ai l'impression que ça s'en va là, tu sais. Mais il faut être quand même misérable, là, commenter quelque chose de négatif dans une vidéo, être derrière ton ordinateur, puis à la fin de la journée, tu regardes... Mais tu regardes tout le temps cette personne-là. Mais tu regardes, mettons, Mayweather, genre, tu sais, le boxeur le plus détesté, mais aimé en même temps. Ouais. Je veux dire, c'est quand même Mayweather, c'est quand même le meilleur boxeur au monde, présentement, puis c'est le gars qui a fait le plus d'argent, mettons. Ça veut rien dire, l'argent, mais ça veut quand même être une métrique de succès. Parce que les haters, au final, ils payent pour le voir perdre. Fait que c'est un peu la même chose pour toi. Fait que c'est une bonne chose que tu as des haters. Oui, absolument. Ben oui, c'est clair. Puis, tu sais, c'est proportionnel à mon niveau de notoriété aussi. Tu sais, des fois, les gens... Il y a des gens qui sont comme... Tu sais, Murphy... Porte pas attention aux commentaires. Je suis comme, non, mais tu comprends pas, là. Je veux dire, puis là, ils sont comme, hey, sérieux, t'as beaucoup de haters, Murphy. Mais non, c'est moi qui décide de leur donner de la visibilité. Fait que tu penses que j'en ai beaucoup, mais c'est proportionnel
au niveau de notoriété que j'ai, j'en ai pas plus que d'autres. Je veux dire, pas mal persuadé que les femmes ont beaucoup plus de haters que moi, là, tu sais. Fait que je veux dire, moi, je fais pas ça pour faire pitié, là. Fait que quand les gens pensent que je fais ça pour faire pitié, je suis comme, mais là, Chris, tu vois pas que je fais ça pour justement faire perdre la face à ces gens-là, tu sais. Parce qu'il y a vraiment, c'est ça qui est drôle, c'est que ça a vraiment un impact sur leur vie, tu sais, parce que je vais vraiment les faire passer pour... Puis en plus... Tu caches même pas leur nom. Non, je cache leur nom. C'est ça, oui, c'est ça le pire. Je cache leur nom, puis malgré tout, on peut pas les identifier, puis malgré tout, des fois, il y en a qui me bloquent, puis qui changent leur username et qui changent leur photo de profil parce qu'ils ont peur, tu sais, comme... De se faire reconnaître. Oui, parce qu'il y a une vidéo, tu vois, j'étais allé chercher, je pense, 2 millions de vues. Je répondais à un gars, puis je dis son nom, c'est vrai, je dis son nom, mais je cache son nom de famille, ben en tout cas son username, pour éviter que les gens Mais reconnaissent sa photo. Ouais, c'est ça, pour qu'ils aillent l'envoyer chier. Mais il y a des gens qui ont quand même réussi à aller qui l'ont repéré parce qu'ils ont repéré le commentaire initial auquel je réponds, en fait. Okay. Parce que moi, je fais juste répondre avec le screenshot. Fait que les gens n'ont pas accès, ils peuvent pas cliquer puis arriver au commentaire. Fait que c'est ça qui est drôle. Fait que ça atteint vraiment ces gens-là, mais je protège ta réputation. Mais le fait que eux, ça vienne quand même... Je te donne l'anonymat, puis malgré tout, ça vient quand même tu perds quand même la face. Ça, c'est... Anyway, si tout le monde t'aime dans la vie, il y a quelque chose que tu fais de pas correct. Exactement. Ah, Moi, je pense vraiment même, j'ai toujours été le mouton noir pas mal dans toutes les sphères de ma vie. Là, autant que je suis social, puis que quand j'arrive à quelque part, les gens vont m'apprécier. Mais il y en a plein dans l'ombre, justement, eux autres qui parlent pas, eux autres vont me détester parce que d'autres vont m'apprécier. Ben oui. Puis quand tu commences à avoir bien du monde qui te déteste dans un sens pour qui que t'es, ben là, tu commences à réussir parce que, tu sais, veux pas, c'est que t'es de plus en plus authentique. J'aime mieux être détesté pour qui je suis qu'à être aimé pour quelqu'un que je suis pas, dans un sens. Ouais. Parce que c'est ça, j'allais mettre le point sur le fait, la réussite, un des ingrédients les plus crucial, le plus important, c'est l'authenticité. Ah oui, Parce que plus que tu es authentique, plus que tu vas réussir dans ce que toi, tu envisages réussir. Plus que tu es... comment on appelle ça? Là, la personne qui veut plaire tout le monde à droite à gauche, caméléon. T'as plein de masques. Il y a un gros problème. Parce que c'est sûr que tout le monde va t'aimer, mais à un moment donné, est-ce que toi, tu t'enlignes vraiment où tu voulais t'enligner? Absolument pas. Mais à ne pas confondre aussi qu'il y a des gens qui être caméléon, c'est bon c'est eux aussi, tu sais. Que c'est eux. Eux, c'est d'être caméléon, c'est authentique d'être caméléon parce qu'ils sont juste tout le temps... Ils sont caméléons, mais ils vont garder une part d'authenticité pareil. Ils sont juste, exemple, tout le temps bienveillants. Puis tout le temps... Fait qu'il faut pas non plus penser que quelqu'un qui est caméléon, c'est négatif. Non. Sauf toi, comme moi, autant que je peux être super extraverti, je peux être super introverti, je match l'énergie des gens qui sont en face de moi. Exact. Si toi, t'es comme, ben, je vais être... Ou je peux ramener le meilleur en toi. Moi, j'ai 2 questions pour toi. Oui. Parce que je suis très curieuse. Ben, on est là pour ça, je pense. Premièrement, c'est quoi ton signe astrologique? Scorpion. Non, mais je suis down avec ça. Je suis down avec l'astrologie. Je suis scorpion. Ah ouais, OK. Deuxièmement... ton ascendant. C'est quoi ton ascendant? Tes lunes, OK? Je veux savoir tes planètes. Oui. C'est quoi ton ascendant? Je sais pas. Je me rappelle pas. Va sur CoStar. C'est quoi l'ascendant, en fait? Je sais même pas c'est quoi un ascendant. Tu vas ressembler à quoi plus tard? Plus tu vieillis, plus tu t'enlignes vers ce que... Moi, je suis Lion, ascendant Scorpion. Ça, c'est dangereux. OK, ça va loin, là. C'est que tu vas ressembler à quel signe astrologique? Moi, le seul moment, c'est que je vais commencer un petit peu à écouter quelqu'un qui parle d'horoscope. C'est quand il s'attarde pas juste à ton signe solaire. OK. Qui est ton signe de ton mois. Ah, OK. OK, mettons, il y a 12 mois. Je peux pas croire que, mettons, chaque personne au mois de mars, on est tous pareils. Il y a bien d'autres variétés. Pour le vrai, ma chère sœur, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Avec les signes astrologiques. Faut que je te l'avoue. Parce que je veux mettre un point, comme tu as dit, les pauvres. Je voulais juste faire un point là-dessus. Ouais. Tu décides pas d'où t'es né, mais tu décides où tu t'en vas. C'est la même chose pour les signes astrologiques. Tu décides pas quel signe astrologique. J'ai de la misère, moi, avec ça. Ça ressemble. Non, moi, je suis pas, non. Moi, ça m'a coûté une séparation. Ça m'a coûté une séparation des signes astro, là. Mon ex était comme elle. Elle t'a rendu digue, là. Puis en plus, c'était pas tant poussé. C'était vraiment juste à cause de mon signe principal. C'est à cause de tout ça que t'es ça. Ben ça, c'est le COVID qui est arrivé. Puis que là, finalement, il n'y avait plus rien à faire. Fait que là, elle a digue là-dedans. T'étais marié? Non, je suis pas marié. Ah, j'ai COVID. C'est juste que là, on avait plus de temps pour faire des affaires moins utiles. Fait que là, toutes mes explications là, de genre pourquoi je mettais le soulier droit avant gauche, parce que j'étais un poisson, mettons. Fait que là, j'étais là, non, je peux plus. C'était un running gag avec tous nos cercles d'amis. OK, mettons, lui, c'est un scorpion. Qu'est-ce que t'en as à dire là-dedans? Non, c'était juste par curiosité. OK. Pour vrai. Noah est scorpion. Beaucoup d'énergie, je le vois. Il y a énormément d'énergie. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie. C'est beau, ça. Ma copine aussi est scorpion. On est nés presque... Elle est née le 31 octobre. Moi, je suis né le 3 novembre. Wow. C'est quand, 3 novembre?
3 novembre. La seule affaire que je sais de Scorpion, c'est que c'est très sexuel. Ouais, ça, je sais. La seule chose que je sais. C'est la chose que j'entends le plus. Moi, je suis Liane, ascendant Scorpion. Fait que de mes connaissances, ça veut dire que ta sœur, elle pense que c'est la meilleure puis qu'elle est très sexuelle. C'est ça. Excusez de t'apprendre. Je viens de tout te découvrir ta sœur d'un coup avec son signe. Inquiète pas, j'en connais quand même assez. Inquiète pas. C'est qu'elle en rit là, en ce moment. Gênée. C'est ça le podcast, c'est diffusé, tu sais, forever. On ne pas ça. Ma deuxième question, c'est quoi ta routine? On finit là. Ma deuxième question, c'est quoi que tu fais quotidiennement? C'est quoi ta routine matinale? Genre, tu te lèves le matin et tu fais quoi? C'est une bonne question. Je suis curieuse. J'entends là un gars qui se réveille puis fait tout de suite quelque chose. C'est oui. Il se réveille, déjà debout, puis là, peut-être que je parle trop. Si je parle trop, vous me dites. Parce que ma routine, c'est crucial pour moi. Nice. Mais c'est ça que j'aime. Quand mon père est mort, j'avais déjà une routine matinale et ça m'a tout enlevé ça. Parce que ma routine matinale venait du fait que je travaillais au centre-ville avec mon père quand j'étais plus jeune. Et c'est lui qui m'a transmis ce goût-là de voir le monde s'animer le matin. Puis là, c'est ça qui a fait que j'ai voulu venir à Montréal parce qu'il y avait vraiment quelque chose de poétique le matin quand je me réveillais. Fait que c'était super important pour moi d'aller prendre mon café, d'être avec les gens, de regarder les gens, aller travailler, puis tout ça. Moi, j'étais concierge le soir, fait que, tu sais, j'avais toute ma journée, puis j'écrivais dans les cafés quand j'étais chroniqueur, puis tout ça. Fait que ça, c'était crucial pour moi d'avoir cette routine-là, d'aller faire ma tournée des friperies, puis tout ça. Puis quand mon père est mort, j'étais comme... Ma routine était comme étroitement liée à ce que mon père m'avait transmis. J'ai eu beaucoup de difficultés à reprendre ma routine matinale parce que ça me ramenait trop à lui, puis j'avais perdu un peu le goût de vivre. Pas le goût de vivre, mais la joie de vivre. Fait que c'était très, très difficile. J'avais juste hâte de... Puis en plus, j'étais plus capable de boire de café parce que c'était trop... c'était vraiment le deuil. Déjà que le deuil, c'était extra pénible et douloureux. C'était une douleur très vive et intense. Le café, ça quadruplait ça, là, tu sais. Fait que pendant comme des mois, je buvais plus de café, mais j'avais tellement hâte de pouvoir me refaire une routine. Puis là, à un moment donné, quand ça faisait comme 5-6 mois que j'étais en deuil, puis que je le vivais très intensément, là, je me suis dit, là, je vais... Puis là, en plus, tu sais, là, j'étais comme... Parce que moi, j'avais vu que j'étais concierge, j'avais eu droit à la PCRU puis tout ça. Fait que là, j'arrivais au bout de ma subvention. Puis là, j'étais comme... Là, je suis en deuil. Je peux pas... Qu'est-ce que je fais? Je peux pas, genre, me trouver du nouveau travail, là, comme live là, tu sais. J'étais pas en moyen. Fait que j'étais comme, je vais me mettre à créer des vêtements. Ben en tout cas, j'avais déjà une base. Fait que là, j'étais comme, je vais me mettre là-dessus à temps plein. Fait que ça, c'était comme, j'avais vraiment, c'était ma routine. Puis là, j'étais installé dans mon salon avec le divan de ma grand-mère qui est décédée, avec les meubles que mon père m'avait donnés, avec, tu sais, avec la musique de mon père qui m'aidait beaucoup. Ça faisait très, très mal parce que mon père écoutait Shome Rock. Fait que, tu sais, c'était très Beatles, Pink Floyd, tu sais, The Police, Genesis, puis Phil Collins. Fait que j'étais très... Je me créais un environnement de deuil où est-ce que j'étais en phase avec mon père. Et là, je faisais mes vêtements, j'étais en mode apprentissage à ce moment-là. Puis là, je créais ça. Puis après ça, j'allais performer au centre-ville, tu sais. Puis ça me sortait aussi du deuil parce que ça faisait très, très mal. Tu sais, juste de sortir à l'extérieur, je me sentais déjà comme dans une espèce de sous-marin, là. J'étais comme... C'était bizarre. C'est vraiment une période bizarre, là, le deuil d'un parent. Là. Je sais pas si vous l'avez vécu, mais c'était très, très bizarre. Puis là, j'arrivais au centre-ville, il y avait plein de gens, puis tu sais, t'entendais les gens parler, puis t'es comme un peu en dépersonnalisation, là, tu sais. Fait que t'es comme sorti de ton corps un peu. Puis là, j'étais au centre-ville, puis là, j'étais là, puis je bougeais pas avec mes vêtements. Puis les gens passaient derrière moi, puis tout ça. Je filmais ça. Je captais ce moment-là de tristesse que j'étais capable de déceler dans mon visage, de tristesse profonde pendant que le monde continuait à vivre derrière moi, tu sais. Fait que c'était ça ma routine, tu sais. Puis tranquillement, j'ai réintégré le café à ma routine matinale jusqu'à ce que j'ai hâte d'aller me coucher le soir pour avoir hâte de me réveiller le matin, tu sais. Puis là, maintenant, c'est ça ma routine matinale. Je me réveille le matin, c'est la continuité
du deuil de mon père, tu sais, puis je me sens encore comme près de lui. Je me réveille, mais j'ai plus de peine. J'ai de la difficulté à pleurer quand je pense à lui maintenant parce que j'ai tellement pleuré, mais je suis là-dedans. Je suis dans ce petit univers-là. Et là, le matin, je fais ça. Puis là, j'ai ajouté ça. J'ai mes scénarios, là, tu sais, maintenant. J'écris un scénario, je me dépêche, je prends un Bixi, je m'en vais sur le pont, sur le pont Champlain, sur l'autoroute 15. Après ton café? Ça dépend si j'ai une création à faire, je fais ma création, après ça, je m'en vais sur le pont. À quelle heure tu vas sur le pont Champlain? Comment? À quelle heure tu vas sur le pont Champlain? Il va se pointer là. Tu veux passer pour être dans ma vidéo? Non, mais je vais t'acheter ton chandail en live. Ah! Tu vas pas t'arrêter au beau milieu de l'autoroute, là? Jamais. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour un chandail? Ça dépend. Non, mais tu sais, je passerai en vélo, puis. Ouais. Ça dépend, pour vrai, je sais pas. C'est quand je suis prêt, dès que je suis prêt. OK, ta routine n'a pas d'heure. Non, c'est ça, mais le plus tôt possible. Tu te lèves, tu fais ta routine, mais t'as pas d'heure, mettons, à 8 h, je suis debout, puis à 9 h 15, je suis sur le pont. C'est ça. C'est ça. C'est dès que je suis prêt. Puis ça dépend aussi de la température. Tu sais, j'aime beaucoup les journées grises. Fait que j'adore les journées grises. Fait que si c'est gris, le plus tôt possible, avant qu'il refasse soleil, parce que j'aime pas me filmer quand il fait soleil, je préfère quand c'est gris. Fait que dès que c'est gris, là, quand je vois que c'est gris, je sors tout de suite puis je m'en vais me filmer. Mais sorry de te couper, mais on parle reviendra. assez, là, c'est correct. Ben non, j'adore. C'est juste que je trouvais ça tellement inspirant ce que tu disais tantôt. J'étais tellement dedans, là. J'ai perdu tout le monde. Ouais, parce que tu regardes quelqu'un puis tu sais pas qu'est-ce qu'il vit en arrière de ça. Ouais. C'est ça, quand il se mettait debout puis il était triste. Moi, j'étais dedans, là. Ouais. J'aimerais ça que tu me dises comment tu t'es sorti de là, parce que c'est pas facile, là, parce que moi j'adore mon père. Ouais. Et si je vais le vivre, ce moment-là... Moi aussi, j'étais... Mes deux parents se sont jamais séparés, fait que c'était... Fait que, comment je me suis... avec ça. Avec la création, dans le fond? C'était quoi ce moment-là? Je l'ai vécu très intensément. Chacun vit le deuil à sa façon. Mm-hmm. Fait qu'il n'y a pas une manière meilleure qu'une autre de vivre un deuil. J'ai beaucoup lu sur le deuil. J'ai pris beaucoup de notes parce que je comptais écrire aussi sur le deuil de mon père. Moi, j'ai un contrat d'édition depuis 2016, puis j'ai jamais écrit de livre encore. Puis je me fais tout le temps approcher par des maisons d'édition. Puis... j'ai jamais écrit de livre encore, mais je prends tout le temps des notes. T'sais. Fait que j'ai pris beaucoup de notes. J'ai eu la chance, vu que j'avais une tribune, j'ai eu la chance d'avoir des... la chance. Il y a des gens... C'est surprenant comment... Quand tu le vis, tu réalises qu'il y a des parents qui meurent constamment. Là, fait que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens dans mon auditoire qui perdaient leurs parents. Fait que j'ai vécu le deuil avec des amis de deuil, là, des grief friends, là, comme on dit. Fait que j'ai eu la chance d'avoir ces gens-là qui ont... Tu sais, comme il y a une fille qui s'adonnait quasiment à être ma voisine, que son père est mort comme littéralement 3 jours après le mien. Il y en a un autre que son père est mort le 27 juillet, puis mon père est mort le 3 août. Tu sais. Fait que j'avais tous ces gens-là avec moi. Il y a des gens qui m'ont rejoint dans le processus du deuil parce que ils suivaient ma démarche, mon processus de deuil sur les médias sociaux, ma documentation, et il s'était préparé, puis finalement, mort subite, mettons, en octobre, une fille qui me suit depuis super longtemps est venue me voir pour me dire « Hey, j'ai perdu mon père », puis là, elle, j'étais encore dans le deuil pas mal, fait que là, on s'est mis à parler de ça, puis tout. Fait que la communauté, dans le fond. La communauté, mais aussi, tu sais, de pouvoir en parler, puis ma copine qui m'a donné beaucoup d'espace aussi parce qu'elle avait perdu son père en 2019. Fait que, tu sais, de pouvoir parler, de pouvoir en parler beaucoup, d'extérioriser, parce qu'on dirait que pleurer, ça suffit pas. Faut pouvoir pleurer et parler de, mettons, « Ah oui, je me rappelle de ce souvenir-là », puis c'était super important que je sorte ce souvenir-là, parce que c'est ça, le deuil, c'est que... Je sais pas comment dire ça, mais c'est comme, tu sais, quand quelqu'un meurt, on dit que le fil de sa vie... en quelques secondes, genre? Oui, c'est ça. Ouais. Se déploie sous ses yeux, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est aussi ça, je pense, quand tu perds un parent ou une personne qui t'est très, très proche puis qui est très significative, qui est tout ton univers, c'est ça, mais comme super longtemps, tu sais. Fait que des fois, tu sais, comme tu vois l'autre jour, parce que ça, c'était plein de petits moments comme ça à tous les jours, tu sais. Fait que c'était, mettons, aujourd'hui, il y a un orage. Fait que là, je me rappelais de la première fois que j'ai vécu un orage avec mon père, puis comment il me rassurait par rapport à l'orage. Première fois que mon père m'a appris à attacher mes lacets. Fait que là, quand j'attachais mes lacets, j'étais comme, ah oui, quand mon père m'a appris à attacher. Tu sais,
tout ça, là, chaque petit détail, toutes les petites subtilités de ta vie revenaient me hanter. Puis là, il fallait que je sorte ça puis que je fasse OK, c'est bon, j'ai pleuré là-dessus, c'est bon, je peux passer à autre chose. Ça, c'est fait, ça, c'est réglé. Puis mettons, tu sais, à un moment donné, je jouais à GTA. Puis là, tu sais, je pensais que je m'étais repassé toutes les chansons que j'associais à mon père. Puis là, à un moment donné, dans GTA, j'entre dans une voiture. Puis là, il y a la tune If You Leave Me Now de Chicago, je pense. Puis là, je suis comme tabarnak, j'avais oublié cette tune-là. Fait que là, je suis retombé dans le deuil. Mais là, en plus, c'est que j'étais dans une voiture. Puis il y avait un coucher de soleil. Le ciel était orangé. Puis là, j'étais comme c'est comme quand je revenais de travailler avec mon père. Puis que cette tune-là jouait à Chaume, tu sais. Fait que là, fait que là, j'étais comme OK, là, c'est bon. J'ai eu de la peine sur cette tune-là. Je peux passer à autre chose. Tu sais, puis c'est plein de... Puis comme récemment, tu sais, j'étais le soir, je suis allé au centre-ville, puis là, je suis repassé par le centre commercial, par le Montréal Trust, puis là, ça sentait la vieille mop parce que là, les restaurateurs dans le food court, ils lavaient les planchers, puis tout ça, puis là, j'étais comme ça, j'avais pas senti ça depuis vraiment longtemps, puis ça m'a replongé dans quand je travaillais avec mon père en restauration le soir. On arrivait quand eux, ils étaient en train de fermer les commerces, puis nous, on allait travailler là la nuit. Fait que 3 ans plus tard, après la mort de mon père, c'est venu me rechercher, puis j'étais comme « ouch, OK, ça m'a pincé un peu », tu sais. Fait que c'est tout ça, c'est éliminer tout ça. Petit par petit. Petit par petit. Vraiment les vivre. Oui, c'est ça. Fait que c'est de le vivre intensément, mais ça, c'est moi. Il y a des gens qui sont dans le déni, puis c'est tout à fait correct. Les gens peuvent le vivre aussi dans le déni. Puis ça veut pas dire que ça va les rattraper plus tard. Chacun le vit à sa façon. Mais moi, c'était de le vivre très, 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 très intensément dès le départ pour pouvoir reprendre ma vie là où elle s'était arrêtée le plus rapidement possible. T'sais. Fait que j'ai pris le temps de le vivre vraiment, vraiment, vraiment intensément pour, après ça, là, rentrer dans l'autre phase qui était de me challenger puis de me kicker dans le cul parce que, tu sais, c'est comme la dépression, hein? C'est une dépression profonde, le deuil. Là, Fait que c'est comme les gens on dit souvent aux gens qui veulent se sortir d'une dépression, comme oui, prends le temps de le vivre, de relaxer, mais à un moment donné, faut pas que tu attendes le bon moment parce que ce bon moment-là, il arrivera pas. Il faut que tu te kicks un peu pour prendre des initiatives puis faire des choses. Fait que c'est un peu un mélange de tout ça. Mais la compréhension, comprendre ce que tu vis, parce que c'est super important, parce que quand tu le vis, tu te sens pas normal du tout. Tu as l'impression que qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive, puis genre, est-ce que je vais mourir, genre, comme pourquoi ça fait aussi mal, puis tout ça. Puis là, de lire beaucoup sur le deuil. J'ai lu, je pense, 3 livres sur le deuil, fait que ça m'a beaucoup aidé. Parler avec d'autres gens qui te disent, je suis passé par là, faut que tu y ailles une minute à la fois. Là, comme, de le comprendre au final. Oui, tu as exact. cherché de l'information externe. Ouais, c'est juste une question de compréhension, puis après ça, le fait de l'accepter. Ouais, c'est ce que je sous-entends dans tout ce que tu dis. Exact. Chaque chose que tu vis, c'est comme, OK, j'accepte, c'est fait. C'est ça. Puis de comprendre que ta vie ne sera plus jamais la même. Ça, ça fait mal. Parce que, tu sais, mettons, j'aimais beaucoup où est-ce que j'étais. J'aimais l'humain que j'étais en train de devenir. Puis j'ai jamais rien connu d'autre qu'une vie en harmonie avec mes parents. Puis là, du jour au lendemain, ma mère se retrouve célibataire, puis j'ai jamais connu ma mère qui vit toute seule, puis tout ça. C'est une autre dynamique complètement différente. C'est une autre vie. Fait qu'il faut que tu acceptes que tu as 2 vies, dans le fond. Parce que, ben c'est pas tout le monde. Il y a des gens, là, tu sais, que leurs parents étaient un peu plus absents. Fait qu'ils ont déjà ce processus-là, ils passeront pas par ça parce qu'ils ont déjà appris à être super indépendants. Puis, tu sais, il y a des gens souvent qui vont détester un parent, qui vont aimer l'autre. Fait que, tu sais, mais dans mon cas, j'adore mes 2 parents, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment d'accepter que tu vas être juste littéralement une autre personne. Puis, tu es dans un espèce de processus de devenir, de découvrir cette autre personne-là qui est essentiellement, tu vas être la même personne, mais il y a des affaires que tu avais peut-être mis de côté pour plaire à des gens, puis tout ça, mais là, tu fais plus de concessions. Là, tu vas vraiment, c'est 100% authenticité, tu vas vraiment vers tout ce qui est le plus authentique possible. Fait que je pense que tu deviens encore plus la vraie version de toi-même, mais c'est ça. Puis c'est comme si tu perdais un peu ton identité ancienne. Des ailes, tu sais, comme parce que tu sais j'avais comme une protection, ben ton identité oui aussi. Ouais, beaucoup. Puis c'est comme si tu perdais une espèce de protection, tu sais, parce que tu sais mettons je sais pas moi, je t'ai invité dans un truc qui dure toute la nuit. Puis là, je m'en retourne à 4 heures du matin, je suis à pied. Puis là, il faut que je me rende puis que je prenne l'autobus de nuit. Puis là, je suis comme, s'il m'arrive de quoi, tu sais, mon père va s'inquiéter pour moi, ma mère va s'inquiéter pour moi. Mais là, t'es comme, s'il m'arrive de quoi,
mon père peut plus s'inquiéter de moi. Genre, ça c'est weird de se dire qu'il y a une personne en moins qui se soucie de ton bien-être. Genre, c'est weird. C'est vraiment très, très weird. C'est difficile à accepter, c'est difficile à vivre. Mais, ouais. Ouais, mais tu me fais rappeler Bouddha, il avait bien dit, là. Puis j'avais souvent de la misère à essayer de comprendre ça. Il disait « The root of all evil is attachment ». En français, c'est la racine de tous les problèmes, c'est l'attachement. La racine de toute la souffrance. Quand tu réalises que la racine de la souffrance, c'est l'attachement, maintenant, tu te libères. C'est ça. Exact. Fait que quand tu t'attaches, puis c'est difficile d'aimer, mais de ne pas s'attacher en même temps. Parce qu'il y a deux choses qui ont une certitude. Moi aussi, j'ai vécu des moments dark. Puis j'ai fait mon deuil à comprendre que la vie, il y a deux choses qui ont une certitude claire. C'est le changement puis la mort. Ouais, exact. Fait que si t'es capable de comprendre ça, de bien le comprendre, tu flots avec la vie. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, t'as comme un sentiment d'injustice aussi parce que, tu sais, c'est comme ta vie, c'est comme un long fleuve où est-ce que tout est le prolongement de quelque chose, tu sais. Fait que moindrement que t'as aimé ton enfance puis ton adolescence puis ta vie avec ta famille, tu sais, ben comme... Tu sais, mettons, quand je suis arrivé, mon père, j'avais 36 ans quand il est mort, tu sais. Fait que jusqu'à 36 ans, toute ma vie était le prolongement de ce que j'ai toujours connu, tu sais. Puis là, après ça, tu réalises que après ça, tu es obligé d'avoir une autre vision de la vie. Tu es obligé de c'est ça, de te reconstruire complètement. Mais là, tu regardes des gens qui ont encore leurs deux parents, puis tu es comme « Ah, c'est que j'aimerais ça te dire ce qui t'attend. Genre, j'aimerais ça te le faire comprendre. » Puis aussi, tu sais, t'es comme « Ah, tu me fais chier, tu sais, parce que toi, t'as pas eu à passer par ce processus-là. Tu as encore cette espèce d'insouciance-là, tu sais. Moi, je sais que j'ai plus des parents éternels, tu sais, parce que je pense que tu as des parents éternels jusqu'à ce que tu ailles un âge assez vieux, tu sais, comme mettons, si tu arrives à 60 ans, puis que tu as encore tes deux parents, puis que là, tu perds un de tes deux parents, mettons, tes deux parents, je sais pas, ils ont 90 ans les deux, puis que là, tu en perds un des deux, tu t'y attends, là. Parce que là, c'est ça la vision que tu avais quand tu étais jeune. Fait que là, tu peux te dire que tu as eu des parents éternels parce que tes parents sont morts à l'âge où tu t'étais imaginé perdre tes parents, puis tu as pu penser que tes parents étaient éternels pendant 60 ans. C'est quand même pas rien. Mais quand tu arrives à 36 ans, tu es comme « Ah ben OK, non, c'est pas, mes parents sont pas éternels et moi non plus, tu sais. » Puis là, ben, tu sais, quand je me promenais dans la rue, après, je voyais des vieillards, tu sais, j'étais comme « Chris, mon père, il est mort à 66 ans. » Le monsieur qui est là, il a 78 ans, mon père se rendra jamais là. C'est moi le prochain, tu sais, parce que c'est moi le plus vieux dans ma famille, puis tout ça. Fait que, tu sais, je suis comme... Puis j'ai perdu mes deux grands-pères. Fait que là, je suis comme... C'est moi, là, maintenant, le modèle masculin, là, tu sais. Fait que c'est moi le prochain, là. Ce monsieur-là, c'est pas mon père, là. Il se rendra jamais là. Fait que c'est mon avenir à moi, c'est moi le prochain, tu sais. C'est loin, mais c'est moi, tu sais. Fait que c'est vraiment weird, tu sais. Puis tu te promènes, puis tu as l'impression d'être dans un couloir, un long couloir où tu es seul. Les premiers jours, là, c'est... En tout cas, c'est très... pour un artiste, c'est vraiment bon. Là, c'est nourrissant pour un artiste. Ouais, c'est ça. Dire, c'est nourrissant. C'est intense et c'est nourrissant. Toi, Murphy, enfin, Nick? Non, j'ai un frère. J'ai un frère. Ouais. Okay. Fait que c'est ça. Peut-être de là où vient, j'imagine, t'aimes ça sortir quand c'est gris, puis qu'il n'y a pas le soleil. J'ai toujours aimé ça. OK. C'est mon côté artistique. Là. Puis aussi, maintenant, c'est surtout que je trouve que c'est plus beau, ça met plus en valeur les couleurs de la vie, tu sais. Fait que c'est comme, c'est là en trame de fond. Okay. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup, j'ai toujours fait ça, là, tu sais, là, on le voit beaucoup dans mes vidéos, mais je l'ai toujours fait quand je faisais des vidéos. J'aime beaucoup mettre l'architecture qu'on voit de Montréal derrière moi, tu sais. Je prends des endroits très stratégiques, là, tu sais, comme quand on s'est rencontrés, c'était devant le Uniqlo. Derrière moi, il y avait la banque BMO, puis il y avait la rue... c'est quoi cette rue-là? Robert Bourassa. Okay, oui. Fait que derrière, il y avait, tu sais, tu voyais le plus loin, là, en profondeur, la rue Robert Bourassa. Puis, fait que c'est tout ça, j'aime beaucoup mettre ça en scène, me mettre en scène. Puis, c'est ça, tandis que quand il fait soleil, puis que le ciel est bleu, c'est ça, la lumière est diffuse, puis c'est moins... Le focus est moins là. Ouais, c'est ça, je trouve ça moins artistique. J'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport au... mais ça revient un petit peu sur le point qu'on a dit, il faut toujours s'ajuster. Autant dans notre carrière, dans notre vie quotidienne, toi en trading, toi en immobilier, la vie naturelle, la perte d'un membre de parents, dans tout. Je lisais, justement, je suis comme à la fin, finalement, d'un livre que je lis, ça fait genre 2 ans. C'est quoi le livre? Untethered Soul. De qui, ça? Ah, je sais pas. Michael Singer. Michael Singer, ouais. Puis je suis rendue comme, il me reste peut-être 5 pages, même pas. Puis justement, en ce moment, je lisais beaucoup sur la mort. C'est comme, c'est la fin de son livre. OK. Puis ça disait... Ça, c'est quelque chose que j'utilise depuis toujours, juste parce que je suis une fille très extrémiste dans la vie. Là. Moi, c'est comme...
On me trouve toujours trop, mais ça le disait dans le livre, puis ça m'a comme... J'ai aimé ce que ça disait. Ça disait, si je te disais que dans une semaine, c'est ton temps que tu vas mourir, est-ce que ce que tu fais en ce moment dans ta vie, les décisions que tu prends ou les priorités que tu as dans la vie, elles seraient encore les mêmes ou tu changerais complètement ta façon de voir les choses ou ta façon de faire? Si on penserait comme ça en tout temps dans notre vie, on ferait toujours de meilleures décisions. On prendrait toutes les meilleures décisions. Oui, c'est clair. Puis on verrait moins la vie comme la vie est censée être ci, la vie est censée être ça. Tu sais, nous, on est programmés. Nos parents sont censés mourir avant nous. Nos parents sont censés mourir dans les alentours de ces âges-là. Je suis censée être là où est-ce que je suis rendue dans ma vie, mais faut pas penser de même, malgré que c'est quelque chose qu'on fait toutes, les humains. C'est naturel, c'est naturel. Mais si quotidiennement, on se reprogrammerait à chaque matin, puis on dirait, ce monde-là, cette vie-là, c'est comme notre corps qui est là. On est comme des êtres spirituels, qu'on expérimente la vie telle qu'elle, puis on accepte et on absorbe le tout selon le rythme naturel de la vie. Oui, exact. Je suis super d'accord avec ça. C'est ça. Mais c'est beau ce que tu as dit. Ça m'a vraiment fait de rappeler au livre. Oui, ben c'est un bon parallèle. C'est exactement ça. Là, je veux dire, des fois, il y a des haters qui... C'est ça qui est drôle. Il y a des haters, des fois, qui écrivent comme « Qu'est-ce que tu fous dehors? Qu'est-ce que tu fous sur l'autoroute à te filmer? Qu'est-ce que tu... » Puis je suis comme... J'expérimente la vie, bro. T'es dans ton lit, t'es couché dans ton lit, puis t'es en train de... Oui, c'est ça, c'est comme... Probablement de branler aussi. Oui. Tu voulais dire, non? Tu payes... tu payes... C'est des branleurs, les haters, je pense. Ben pour vrai, oui, je veux dire, tu payes... Si on y pense, là, tu payes ton téléphone, on a tous dans nos poches des téléphones avec une caméra de haute technologie qui est l'équivalent de quelque chose que tu vas chercher chez Lozo, là. Ça t'a coûté 1200 $. Tu as ton forfait Internet résidentiel, tu as ton forfait mobile, puis comme tu as de l'équipement de cinéaste. Là. C'est vrai. Qu'est-ce que tu calisses avec ça? Tu es en train de juger quelqu'un qui rentabilise ça. Puis que, tu sais, fait toi, tu es là, puis tu payes... Genre, mettons, t'as 1200 $ pour le téléphone, plus, mettons, un forfait à, je sais pas, 175$ par mois, 120$, je sais pas. Tout ça pour payer en plus des frais pour avoir Netflix. Fait que Netflix n'est même pas inclus là-dedans. Il faut que tu payes Netflix et aller dire à des gens qui utilisent le téléphone qui est conçu exactement pour ça, pour se filmer, faire des vidéos, prendre des photos, pour discuter, pour échanger avec les gens. Puis tu t'en sers pour dire aux gens, « Hey, reviens avec moi, va dans ton lit. » Dans la médiocrité. Ouais, c'est ça, tu sais, reviens, viens t'asseoir, puis tu te lèveras quand moi, je serai prêt à me lever. Genre, tu sais, les gens veulent juste que tu sois à leur niveau, mais comme, c'est ton problème à toi. Si tu comme, va te chercher un flip-flop. Les haters, souvent, c'est la projection de leurs insécurités tout le temps. Fait qu'ils vont te détester parce qu'eux ne sont pas game de faire ça, exemple. Fait que les autres, ça vient... les chercher. Chambouler leur intérieur en dedans d'eux autres parce qu'ils sont pas game de le faire. C'est ça, tu sais. Ça se peut que tu sortes une idée, là, puis qu'il y pensait, mais vu que c'est toi qui l'as sorti, il va te détester. Ouais. Parce qu'il voulait que ça soit lui qui a dit. Genre, il va te détester à cause c'est pas lui qui a dit l'idée. Il va convaincre tout le monde que c'est la pire idée. Je le confirme. Mais c'est ça qu'il pensait. Mais à cause que c'est pas lui qui a eu le courage de la sortir, ben là... Ah non, t'as bien visé, c'est exactement ça. Non, c'est exactement ça. Parce que, tu sais, je peux te le confirmer avec mon expérience depuis 1997. Tu sais, les choses que je faisais en 97, les gens se sont mis à le faire en 2002. Puis les choses que je faisais en 2002, les gens se sont mis à le faire en 2005. Puis les choses que je faisais en 2005, les gens... Tu sais, ça a toujours été ça. Puis mes haters, c'était juste des gens qui étaient pas prêts encore, mais que, justement... Puis, tu sais, on dit qu'on est né pour un petit pain, là, tu sais. Ben, c'est un peu ça, tu sais, les gens... Ils te regardent faire, puis tu sais, ils sont comme... Ils attendent l'approval général. Ils attendent que ça soit accepté par la société avant de le faire. Exact. Puis c'est parce que ça, justement, ça, c'est la pensée plus collective ou la pensée plus de la classe moyenne. Parce que, tu sais, moi, j'ai été exclu de la classe moyenne. J'ai des gens qui sont de la classe moyenne. Fait que moi, tu m'as poussé vers la différence. Vous m'avez poussé à être ce que je suis, à devoir naviguer en périphérie du monde adulte. Fait que, comme... Je suis le résultat de ça. Fait que, tu sais, tu peux pas me reprocher d'être différent, Chris. Ton combat principal, c'était d'être comme tout le monde depuis que t'es né. Fait que qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais pas le choix. Fait que si ce que j'amène est différent, puis si je l'amène avant les autres, c'est pas parce que je pense que je suis meilleur.
je connais juste ça, j'avais pas le choix. J'avais juste pas le choix, tu sais. Fait que en fait, t'avais le choix. T'avais le choix d'être victimisé. Oui, exact, c'est ça. La vie, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. C'est ça. Et moi, je trouve ça fascinant puis inspirant. Puis c'est vraiment... J'avais un préjugé quand je venais ici. Tu sais, moi, j'ai toujours une image. Puis je suis surpris puis j'en apprends tous les jours. Ah, c'est vrai? C'était quoi ton préjugé? Je suis curieux. J'avais l'air d'un esti de crackhead. Non, je reçois ce commentaire-là des fois. Je pensais que j'allais rire tout le long. De moi? Non, de tout le monde, en fait. On va tous rire, puis ça allait être un podcast assez marrant. Ah, OK. Mais t'as du contenu, t'es une personne très bright. Ah, ben merci, et t'as de l'expérience, puis je suis sûr que ma soeur en apprend aujourd'hui quand même assez. Là. Je la vois, elle est silencieuse. Normalement, elle parle beaucoup. Non, mais c'est ça, j'allais rajouter quelque chose. Elle est abasourdite. Non, genre, je te remercie. Quelque chose parce que moi, j'admire énormément les artistes. Je suis une artiste de base. Ben, le fait que vous soyez arrêté quand vous m'avez vu, tu sais. Ça en dit beaucoup. Ben, c'est ça. Moi, je suis une artiste de très longue date. Ça fait plus de 18 ans que je suis artiste. J'étais maquilleuse. J'ai travaillé pour des grosses marques. J'ai fait beaucoup de choses. En fait, je m'attendais à en apprendre sur toi aujourd'hui, tu sais. Parce que moi, je n'étais pas venu pour parler de moi. Là. Non, mais c'est vrai, je parle tellement de moi souvent que... On en fera une deuxième. Je viendrai à ton podcast. On va te venir à ton podcast. All right. Moi, parce que j'admire beaucoup les artistes de cœur, j'ai tout mon respect. Pour moi, Christian Dior n'est pas plus valorisant que toi. Ouais, Tous les artistes ont leur place dans mon cœur. Parce que je t'admire, parce que je vois ton cheminement, puis je respecte énormément tout ce que tu fais. On avait parlé d'un tirage, puis on s'était dit que ça allait peut-être être un non. Mais moi, si tu me permets, je veux quand même faire le tirage, puis c'est moi qui paye tes items de mes propres argent, oui. Mais je veux vraiment que les gens aient la chance de goûter à ton art. OK. Si on peut tirer 2 de tes items préférés, ce qui vient vraiment te chercher puis qui est encore disponible, bien sûr. Ouais. On pourrait faire un tirage pour ce podcast-là. Puis moi, je te les achète. C'est gentil, mais c'est super gentil. Pour t'encourager, mais aussi parce que j'aime ça. J'aime beaucoup ton histoire en arrière de tout ça. Moi aussi. C'est très inspirant. Ah, ben merci beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis si aussi tu veux savoir, exemple, moi, le préjugé, j'avais pas un préjugé, mais le jugement que j'avais, c'est la même affaire que Paris. Je me disais, je m'en vais vraiment avoir du fun. OK, ben je m'excuse d'avoir brisé votre fun. Ben non, c'est du fun. C'est ça. Moi, j'aime juste ça, actually, de rire. Lui, il adore rire, puis il aime s'amuser. On a ri beaucoup au début. On a ri tout le long. Ben, t'écouteras mon podcast d'humour. Ben, je m'étais pas rendu là dans ton feed, mais où est-ce que je m'étais rendu, tu sais, j'ai arrêté de regarder tes vidéos quand on était rendu dans ton deuil, puis que tu l'acceptais dans un petit clip que j'ai vu là, par rapport à ton père. Puis là, je me suis dit, OK, ça va être le fun, je vais pas juste rire. Fait que, tu sais, lui, il se disait qu'il allait juste rire parce qu'il s'était peut-être pas rendu là. Puis moi, en me rendant là, je me suis dit, OK, j'arrête de regarder parce que je veux pas en apprendre plus. Parce que c'est ça que je veux apprendre. OK. Ah, ben c'est cool. Parce que, tu sais, ce que 95% du monde peuvent avoir accès, c'est sur tous tes réseaux. Tu sais, on dit, on veut avoir accès à ce que le monde. On pas accès. Tu sais, tout ce que tu as dit aujourd'hui, t'en as éventuellement parlé sur des podcasts, c'est sûr. Tu sais, mais. Oui, j'en ai parlé. Sur tes clips, mettons, tu regardes là, quelqu'un, par exemple, tu découvres quelqu'un, tu vas pas regarder, tu dois avoir au-dessus de 1000, 2000 posts, je sais pas, j'ai pas regardé attentivement. J'en ai beaucoup, C'est ça, mais tu sais, je vais pas descendre jusqu'au milieu, exemple, le bottom, mais c'est peut-être là que t'en avais parlé. Le monde va souvent juste soit ce que t'as épinglé ou regarder comme 15-20 premières vidéos. Fait que là, quand j'étais rendu là, je dipais, j'étais rendu dans toi. Puis là, je me suis dit, ça va vraiment être intéressant. Là. Ah, ben merci. Ben, c'est intéressant les préjugés, hein, parce que, tu sais, là, en ce moment, tu sais, comme sans prétention, j'ai quand même une grosse notoriété, là. Tu sais, je veux dire, juste en m'en venant tantôt, j'ai parlé peut-être à 4 personnes juste en sortant du métro sauvé, là, tu sais. Puis il y avait presque personne en plus. Fait que c'est ça ma vie, tu sais, c'est ça ma vie. Puis des fois, je vais, tu sais, mettons, je sais pas, à l'épicerie ou dans un événement, puis j'entre, mettons, dans l'épicerie, puis là, je vais prendre des photos, mettons, avec des employés, tu sais, qui sortent du backstore, puis sont comme « Hey, Murphy, est-ce qu'on peut prendre des photos? » Blablabla, puis tout ça. Puis là, j'arrive, mettons, pas loin de la caisse, puis je me fais profiler par une personne qui me connaît pas du tout parce que j'ai un look plus hobo, là, tu sais, hobo moderne, itinérant moderne, tu sais. Fait que, tu sais, les gens se fient à leurs préjugés, puis là, ils commencent à me stalker. Puis, tu sais, ça m'arrive autant à moi qu'à ma copine qui est haïtienne, tu sais. Les deux, on se fait tout le temps profiler, elle, parce qu'elle est noire. Puis, c'est super intéressant parce que je suis comme, ben, ça me fait chier, mais merci de me dire ce que je projette quand vous me connaissez pas d'avance, tu sais. Ou des fois, j'étais allé au tapis rouge du MAD Festival, tu sais. Puis là, tout le monde venait me parler, tu sais, après que j'avais fait mon entrevue sur le tapis rouge. Puis là, tu sais, tout le monde venait me parler, tout le monde était content de me parler, puis tout ça, tu sais. Puis j'ai pris des photos avec des gens, blablabla, puis tout. Puis là, après ça, à un moment donné, il y a deux femmes, j'étais avec deux autres personnes, des designers du Collège de la Salle. Puis
Puis là, les deux femmes ont reconnu les deux personnes du Collège de la Salle. Puis là, ils parlaient avec... Là, ils étaient comme « Hey, vous êtes au Collège de la Salle, puis tout ça. Hein? » Puis là, ils parlaient avec eux. Puis là, ils sentaient que moi, j'étais comme exclu de la conversation. Puis là, il y avait comme un peu... Il était comme « Mon Dieu, mais il faut l'intégrer, puis tout ça. » Mais ils ne savaient pas que moi, en fait, j'avais été comme au centre de l'attention toute la soirée. Mais parce qu'elle ne me connaissait pas, là, elle voyait un petit gars gêné. Elle pensait que j'étais gêné. Elle pensait que je parlais pas beaucoup, que je prenais pas beaucoup de place. Mais en fait, je faisais juste laisser la place à ces deux personnes-là que... Tu sais, je veux dire... C'est la preuve qu'elle était empathique aussi de faire ça. Tu sais, moi, c'est mon genre d'exemple. Oui. Il y a une personne qui est anglais, on est 5, on va tous parler en anglais. C'est vrai. On va tous parler en anglais, même si je parle français. Mais là, s'il y a une personne anglaise, que je sais qu'elle sera pas incluse si on se parle tout en français, on va me forcer à parler anglais, puis comme dire au monde, hey, parle en anglais. Là, c'est ça. Comme elle est là, elle aussi, même si elle parle pas notre langue, là, on peut quand même l'intégrer. Exact. Là. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que comme elle avait comme l'impression que c'était comme, mais toi, est-ce que tu fais aussi des vêtements, puis tout ça? Puis là, j'étais comme, ah ben ouais, de temps en temps. Tu sais, parce que j'étais comme, j'aime, tu sais, comme, je suis beaucoup le centre de l'attention quand je décide de l'être, quand je suis en mode performance. Mais quand, tu sais, moi, quand on me questionne, je suis comme, bah, je fais des vêtements des fois, là, de temps en temps. Tu sais, mais je trouvais juste ça intéressant de voir qu'elle percevait le petit gars que j'ai toujours été, tu sais, le petit gars un peu timide qui aime pas trop prendre toute la place puis tout ça, mais quand on me la donne, je la prends, je la prends en masse. Mais là, je trouvais ça intéressant que sa vision, c'était que toute l'attention était sur les deux designers qui étaient avec moi. Puis moi, elles avaient l'impression que j'avais été dans mon coin toute la soirée, puis alors que j'avais été vraiment le centre de l'attention, mais elles en avaient aucune idée. T'sais. Fait que ça, c'est toujours intéressant de voir les gens qui sont comme « Ah, je vais le prendre peut-être en pitié, puis tout ça. » Puis je suis comme, tu sais, ou genre, comme je te dis, là, je me fais profiler dans des commerces tout de suite après m'être fait prendre en photo avec des employés du même commerce. T'sais. Fait que c'est comme deux univers parce que les gens ont encore leurs préjugés, ils me voient. Puis je suis comme, ça me réconcilie un peu avec... Je suis comme, ah, ben tu sais, je vais même pas te dénoncer à ton employeur parce que tu fais juste me rappeler ce que je vivais avant d'avoir la notoriété que j'ai en ce moment. T'sais. Fait que ça me fait du bien parce que je suis encore ce petit gars-là, parce que c'est encore ça que je projette pour les gens qui me connaissent pas. C'est une chance quand même que tu puisses encore faire ça parce que pense, par exemple, à les The Rock ou Cristiano Ronaldo. Oui, c'est ça. Eux autres, ils n'auront plus jamais la chance de vivre ce que toi tu vis là. T'sais. Non, exact. D'arriver à quelque part puis de, hey, je peux passer underground en ce moment sans me faire arrêter pour prendre des photos à chaque 2 pas. Tu sais. Ah ben en fait, c'est ça. C'est presque à chaque 2 pas. Pour de vrai. C'est vraiment une croyance limitée des gens. Si Murphy, tu es capable de nous donner... parce que là, on tire la fin, ça passe vite. Oui. Vraiment. Ça passe tellement vite. On fera peut-être une partie 2 éventuellement. Avec plaisir. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une liste, puis à un moment donné, peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, on fera un autre podcast. Si tu aurais à laisser un message pour tes haters, tes gens qui font des préjugés, 2, puis tu laisserais quelque chose après ta mort, mettons, un jour, ici, dans la planète Terre, 3. On commence par les haters. T'as-tu un mot pour eux? Je vous mets sur le même pied d'égalité que tout le monde. C'est pour ça que je vous réponds. Parce que ce que vous savez pas, parce que vous n'avez pas accès, vous avez tellement d'angles morts, parce que vous n'êtes pas... Tu sais, moi, je suis devant et j'ai aussi été à votre place. Fait que moi, j'ai accès à tous les angles. Vous avez accès à seulement un angle. Vous êtes des haters et vous n'avez pas de repère par rapport à c'est quoi votre niveau de littératie en tant que hater. Tu sais, vous êtes... La plupart des haters sont novices sans savoir qu'ils sont novices. Il n'y a pas de haters intermédiaires ou professionnels. Fait que eux, non, mais c'est vrai. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de se comparer puis tout ça. Fait que la plupart des gens, la raison pour laquelle les gens les ignorent, c'est que quand tu regardes les photos de profil des haters, tu comprends un peu pourquoi c'est des haters. Il y a tout le temps, t'es comme, ah, OK, je comprends, ça va de soi, tu sais. Mm-hmm. Mais la raison puis c'est parce que les gens les snobent parce qu'ils les considèrent pas. Puis moi, ben, je viens d'un milieu très, très modeste, très pauvre. Puis la raison pour laquelle je les considère tous, c'est que tu peux pas juste mettre les gens qui t'aiment sur le même pied d'égalité. Je mets tout le monde sur le même pied d'égalité, même les haters. Et je sais qu'il y a des gens qui m'aiment en ce moment, qui me détesteraient probablement si j'étais pas autant accessible et terre à terre en ce moment. Parce que là, je suis pas brandé. Fait que n'importe qui peut venir me voir, puis les gens le voient, puis les gens se reconnaissent dans les gens qui viennent me voir, puis ils se disent « Ah, je me sens pas menacé. » Parce que sur Internet, c'est facile. Tu trouves ta zone, puis c'est facile de
faire en sorte que, tu sais, mettons, surtout quelqu'un qui n'a jamais eu de voix, jamais eu de pouvoir, qui s'est senti impuissant, c'est facile faire en sorte que les gens se sentent menacés, tu sais. Fait que, mettons, je sais pas, une fille peut facilement dire « Ah, les gars en bas de 6 pieds, genre blablabla », tu sais. Puis là, après ça, les gars se sentent menacés, puis tout ça, tu sais. Mais moi, je sais comment faire en sorte que les gens se sentent menacés, mais je sais aussi quoi faire pour que les gens ne se sentent pas menacés. Fait que je sais que si j'avais joué un peu plus sur mon personnage puis que j'avais piqué un peu tel type de personne, je sais qu'il y aurait des gens qui me détesteraient aujourd'hui pour peu de choses parce qu'ils m'auraient senti hostile envers eux. Fait que il suffit juste de tendre la main, puis je sais que mes haters sont juste pas au courant de ça encore, mais ils comprennent juste pas que c'est juste parce que justement je les regarde pas de haut que je leur réponds parce que je les vois vraiment sur le même pied d'égalité. Tu sais. Ouais, puis mettons que je te donne 15 secondes des autres. Oui, excuse-moi, j'ai trop parlé. Mettons pour les préjudices, eux qui ont des préjugés sur toi, tu leur dirais quoi? Que, ben, tu sais, que... Apprenez à me connaître. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est juste parce que, tu sais, un coup que... Les préjugés. Les gens qui ont des préjugés. Les idées préconçues, tu sais. Fait que c'est juste que moi aussi, j'en ai eu des idées préconçues, mais quand tu es dans cette position-là où est-ce que tu as une autorité puis que les gens viennent te parler, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent me parler, puis avant, là, quand j'ai eu ma notoriété, comme je voyais des gens au loin, puis j'étais comme « Ah, c'est qui est mal habillé, c'est qui est laid », tu sais. C'était ça, là. On est tous un peu comme ça, là, tu sais, par défaut, on est tous un peu comme ça. Mais là, quand je voyais que ces gens-là s'identifiaient en moi puis qu'ils venaient me parler, j'ai dû apprendre à me conditionner puis à faire comme « Pourquoi je suis comme ça? » Genre, c'est bien cave. Ben, je pense que c'est juste ça. C'est juste que quand tu as accès à ça, tu finis par voir les gens tels qu'ils sont, puis tu réussis vraiment à te conditionner puis à le penser pour de vrai que tout le monde a une réelle valeur, puis tout le monde est beau, tout le monde est bien habillé, puis il n'y a pas de... C'est juste ça. J'adore. Toujours tu vois le beau dans tout. C'est ça, exact. Troisième partie, mettons, si tu veux laisser une dernière chose pour les gens. 5 secondes pour celle-là, fait qu'on peut se timer 2 minutes. Ben, c'est parce que, attends, j'ai pas... ben, j'espère que les gens vont juste prendre en note que... j'espère que c'était juste pas la dernière fois qu'on a eu l'opportunité de se saluer puis d'être des humains comme on l'est en ce moment. Puis j'espère que dans plusieurs années, que justement qu'on va avoir su garder notre humanité. Genre, fait que c'est ça, je pense, la trace. Ce que tu laisserais aux gens, c'est que tu aimerais laisser ton côté humain. Oui, mais tu sais, c'est parce que c'est dur de répondre à cette question-là puis de pas sonner présomptueux. Fait que c'est ça. Mais je pense, ouais, c'est ça, le côté humain. Je pense que je veux juste que les gens prennent ça puis qu'ils le reprennent dans leur vie tous les jours puis que sans nécessairement que j'ai laissé de traces, je le fais, tu sais, c'est très... Je veux juste que les gens... que les gens recommencent à communiquer entre eux. Donc, textez moins, appelez-vous plus souvent. Oui, exact. Bon, ben Murphy, merci beaucoup. Hey, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est terminé. On a plus Très apprécié. All right. Hey, ben merci beaucoup. Vraiment cool. Puis ça a tellement passé vite, honnêtement. Là.